Bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à nouveau à regarder cette émission. C'est Cartes sur table, 21h, 23h, tous les mardis. Et ce soir, nous avons deux thématiques, évidemment, qui préoccupent les Camerounais. D'abord, la problématique de l'eau. Vous le savez certainement. À Douala, Yaoundé, Bafoussam, les grandes villes et même l'arrière-pays, les zones rurales, les robinets sont littéralement vides, ou du moins ne répondent pas à l'appel des populations. Et pour ceux qui, du moins, ceux des robinets qui essaient quand même de produire de l'eau, elle n'est pas toujours conforme aux normes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'eau potable au Cameroun, mais la problématique est assez pertinente, persistante. Et à la faveur de la nomination d'un nouveau directeur général à la Camwata, l'entreprise qui s'occupe de la production, distribution et autres de l'eau, nous avons donc choisi d'essayer de faire un état des lieux de cette problématique. Approvisionnement en eau, le Cameroun a soif. Ainsi est formulé donc le thème de ce soir. L'autre thème, on va s'inspirer évidemment de cette ambiance, de cette animation, de cette joie qu'ont connue les Camerounais à la faveur du match de la Coupe du Cameroun de football qui s'est joué dimanche dernier entre le vainqueur Coton Sport de Garoua de cette édition, 1-0 sur Bamboutos de Bouddha. C'était donc à Yaoundé en présence du Premier ministre représentant du chef de l'État à l'occasion. Alors cette lueur de joie, ce moment de jubilation collective qu'on a d'ailleurs connu pendant le Chan et puis la CAN, les Camerounais évidemment dans cet amalgame, dans cet environnement de pression, de stress, de revendication, de grincement de dents. Le Cameroun, les Camerounais ont-ils encore ces moments d'épanouissement collectif, ces moments de joie, ces moments, sinon pourquoi éventuellement on va proposer des solutions en sortie d'émission. Voilà les deux grandes préoccupations de ce soir. Le deuxième thème est intitulé Coupe du Cameroun de football, lueur de joie dans un océan de précarité. Les invités de ce soir, on l'espère, seront évidemment à la hauteur de cette thématique. D'abord, je dis bonsoir à Charles Elisan. Il est sur le plateau, le représentant du RDPC. Bonsoir, M. le député. Bonsoir à nos amis companélistes. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont ce soir. Un bonsoir particulier sous-préfet de Douala 4e. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Il a cassé tous les ghettos de Bonabéry. Alors là, magnifique. Et il est en train de travailler sur la pénétrante ouest, notamment au niveau de Ndobor, pour que les embouteillages qu'on connaît quand on sort de l'ouest de Tico ne soient plus les mêmes. Et au sous-préfet de Douala 3e, qui lui a pris le courage, je ne sais pas où, de commencer à brûler tout ce qu'il y a comme médicaments qu'on vend en route. Quand les autorités font ce genre de travail, moi je leur dis bonsoir ce soir, particulièrement bonsoir à ces deux sous-préfets. Le sous-préfet de Douala 4e, évidemment, qui était à Douala 1er il y a oui, quelques... avant d'aller à Douala 4e, tout à fait, M. Fofier. Il y a quelques temps. M. Voga ici, du côté de la 3. Bon, ben, je les félicite également sur votre contrôle, mais évidemment... Bien sûr, non. Vous êtes, évidemment, vous êtes un journaliste, vous êtes l'une des rares... Évidemment qu'on les a à l'œil. Tout à fait. Élisant, je dis bonsoir à votre voisin juste de gauche, Mathurin Biol, bonsoir. Bonsoir, député Tongor, bonsoir mes copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Vous êtes du SIF. Bon, j'ai d'abord voulu liquider les deux politiques. Bonbon Yebga n'est pas moins politique, même si c'est davantage, je l'espère, en la matière qu'on reçoit ce soir. Bonbon que j'ai donné Yebga, il faut le dire, il est ancien haut cadre à Eneo, d'ailleurs depuis la Sonel, AES Sonel, et puis les différentes transformations, où il a d'ailleurs pris sa retraite après plus d'une trentaine d'années, je parle sous son contrôle, d'exercice aux différentes fonctions et de haute responsabilité. Désormais, il est le président de l'association citoyenne des consommateurs de l'eau, des consommateurs d'eau, d'énergie, de gaz et de télécommunications. Télécommunications. Bonsoir, Majesté. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les fidèles clients de cette émission, parce que ça fait quand même longtemps, je ne suis pas passé par là, vous savez, c'est une émission qu'on suit régulièrement, parce que c'est comme si vous avez très bien fait de choisir le mardi pour cette émission, parce que quand on a fini dimanche, lundi est souvent comme un jour de repos et on recommence avec les débats le mardi. C'est vraiment bien ciblé. Merci infiniment à vous, merci
pour cette amitié renouvelée et surtout pour votre disponibilité. Je dis enfin bonsoir au docteur Vincent de Paul Kamga Tengo, qui est analyste. Bonsoir M. Zipita, merci de me recevoir encore une fois dans votre prestigieuse émission. Évidemment, c'est nous qui sommes heureux de vos travaux de recherche, de vos analyses, pour le plaisir de nos téléspectateurs. On va faire simple, on va prendre la transition et rentrer tout de suite dans le premier débat. Alors, bon, je commence peut-être par vous. Pour faire, pour faire simple. Aujourd'hui, si on vous demandait quelle est la problématique de l'eau, évidemment, sous-entendu de l'eau potable, en termes de production, en termes de distribution, en termes de commercialisation, bref, quel est le problème au Cameroun, sachant que un bon nombre de personnes, beaucoup de gens ne sont pas forcément approvisionnés? Alors, s'il faut parler du problème de l'eau au Cameroun, c'est un problème sérieux et nous osons croire que c'est vraiment sérieux parce que l'eau, déjà, c'est un droit de l'homme. Nous devons tous avoir de l'eau. Et pour cette raison, on ne devrait pas confier de l'eau aux gens qui font des affaires, c'est-à-dire qui cherchent du profit. On devrait donner de l'eau, l'État devrait prendre la gestion de l'eau pour que tous les Camerounais aient de l'eau. Et pas comme on nous enseigne à l'école, parce qu'à l'école on nous disait l'eau potable c'est l'eau incolore, inodore et sans saveur. Mais nous allons ajouter sans microbes. Parce qu'aujourd'hui vous voyez des forages qui sont partout et c'est une eau apparemment potable si on s'en tient à cette définition, c'est-à-dire sans saveur, sans odeur, incolore. Mais est-ce qu'il n'y a pas de microbes? Et en ce moment-là, nous disons qu'il y a vraiment un problème d'eau au Cameroun. Alors, nous avons été contents quand on a fait partie de la CDE et pour que la Camouata redevienne le producteur et le distributeur de l'eau au Cameroun. Et nous avons été très contents pour cela, sauf que les résolutions qui ont été prises à cette époque-là par le chef de l'État n'ont pas été respectées. Et après l'affermage, je voudrais par exemple prendre le cas de la dette sociale qui n'a pas, jusqu'à quelques jours là, n'avait pas été respectée. C'est vrai qu'on a donné 5% il y a quelques jours, mais ce n'est pas 5% sur cette grosse dette-là. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et quand le chef de l'État donne des instructions pour essayer d'avancer, et on tire les ficelles par derrière. Et ces gens qui tirent les ficelles, les tirent sur quelle base, pour quel profit? Parce que si, par exemple, le gouvernement a pu dégager 180 milliards pour le secteur d'énergie avant la CAN, 10 milliards représentent quoi pour qu'on regarde le problème d'eau? Ça veut dire qu'il y a un problème derrière. Moi, je pense sincèrement que le chef de l'État a envie que les Camerounais vivent normalement, mais les gestionnaires derrière pensent peut-être à autre chose que de donner le bien vivre au Cameroun. Est-ce qu'en même temps, c'est pas trop facile de disculper ou alors de dégager la responsabilité du président, sachant que c'est lui l'élu devant la nation? Et bon, tout compte fait, c'est une question qui reviendra certainement. Le temps peut-être de prendre également les réactions des autres panélistes sur la problématique telle qu'ils la perçoivent en termes de non-disponibilité de l'eau. Mathurin. Oui. Je pense qu'il faudrait d'abord aller notamment à la source du problème. On nous avait dit à un moment donné ici qu'en l'an 2000, tout le monde aurait de l'eau. Il y avait un slogan qui avait animé les années 90 où on parlait de « eau pour tous » en l'an 2000. Mais il se trouve qu'à un moment donné, le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, de procéder aux privatisations. C'est-à-dire que c'est un secteur donc, qui était des secteurs qui pouvaient être même considérés comme des secteurs de souveraineté, ont été privatisés, et parmi lesquels il y a l'eau. En ce moment-là, donc, l'eau qui normalement doit être un élément, doit être classé parmi les besoins sociaux prioritaires, n'est-ce pas, est devenue une marchandise
pour les investisseurs. Il fallait donc pour eux, n'est-ce pas, retourner, en tout cas avoir un retour d'investissement, puisqu'ils avaient acheté l'entreprise, il fallait qu'ils fassent des profits. Alors ils se sont mis à démanteler un peu partout dans le pays toutes les bonnes fontaines qui existaient déjà, tout le réseau qui avait déjà été installé jusque dans les quartiers. Toutes ces bonnes fontaines ont commencé à disparaître et les populations ont été donc privées de l'eau. C'est de là que part le problème. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, dans la plupart des quartiers, où l'eau était pourtant disponible, il n'y a pas d'eau. Et lorsque cette eau même vient à exister, ce n'est pas une eau de qualité. Donc, et pourtant, dans la constitution du Cameroun, n'est-ce pas, le peuple camerounais s'est donné lui-même, n'est-ce pas, l'obligation d'utiliser les ressources naturelles du pays en vue de satisfaire les besoins de tous les citoyens et sans discrimination. Ce n'est pourtant pas le cas aujourd'hui. Le citoyen qui peut-être est dans une ville, a plus de chances, n'est-ce pas, ou alors a plus de chances, oui, de ne pas mourir du choléra, hein, que celui qui est peut-être en zone rurale, ou alors celui qui habite peut-être dans un quartier populaire, hein, a plus de chances de mourir du choléra que celui qui vit dans un quartier qu'on peut considérer comme étant des quartiers résidentiels. Vous voyez que du fait de l'eau, on assiste aujourd'hui à des discriminations, on assiste aujourd'hui à des classifications des citoyens. Un citoyen peut se considérer comme étant chanceux parce qu'il réside dans tel quartier et l'autre se considère malchanceux, hein, privé de ses droits parce qu'il réside dans un autre quartier. Donc nous pensons que à partir de là, aujourd'hui, il faudrait qu'on réfléchisse pour trouver des voies et moyens afin que tous les Camerounais puissent vivre avec les mêmes droits, avec les mêmes avantages, où qu'ils se trouvent, et c'est ce que la Constitution prévoit. Vincent Paul, sur la problématique telle que vous la percevez, telle que vous l'analysez. J'aimerais d'abord dire que le gouvernement s'est engagé dans d'importants projets en termes d'accès à l'eau, une eau de qualité. Et tout est parti d'une évaluation des 6 zones agroécologiques du pays, destinées à évaluer le potentiel en eau. Et des études même ont déjà été faites pour évaluer le coût du captage et de la distribution de ce potentiel hydraulique du pays. Ce qui fait qu'il y a d'importants projets qui sont en cours. Et on a l'habitude de dire que le Cameroun, chaque département correspond à le nom porte, ouais, exactement. Le nom des départements porte. Mais il faudrait qu'on soit précis sur un fait. C'est que c'est vrai qu'il y a de l'eau, mais à la consommation, il faut que cette eau traverse une étape. Et cette étape s'appelle le traitement et la distribution. Et c'est une étape qui coûte excessivement cher et qui nécessite dans la manière de procéder beaucoup de sérieux. Et c'est là où le gouvernement a de sérieuses difficultés et c'est là où on se retrouve malheureusement avec beaucoup de scandales qui poussent les citoyens à avoir le sentiment qu'il y a une négligence de la part du gouvernement dans le secteur. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a une réelle volonté politique pour mettre en place une véritable politique destinée à faire en sorte que les citoyens aient accès à l'eau, notamment dans les grandes villes, mais aussi en zone rurale. Maintenant, comment est-ce que Kamwata, qui est le bras armé du gouvernement en la matière, pourrait procéder pour pallier aux difficultés? Parce que même le ministre l'a relevé quand il installait le nouveau directeur général. Il a relevé le fait que l'entreprise est en incapacité de pouvoir fournir de l'énergie aux citoyens, d'engranger des sous pour supporter son propre fonctionnement. Et cela est d'autant contradictoire que les citoyens peinent à avoir un compteur d'eau. C'est-à-dire quand vous faites des démarches pour un branchement, la période pour voir votre compteur installé dans votre domicile, parfois ça peut aller jusqu'à 1 an. Ce qui est aberrant et incompréhensible et ce qui dénote d'une problématique réelle dans la manière dont l'entreprise est gérée. Mais il ne faudrait pas y voir un problème
qui soit lié exclusivement à Kamwata. Il faut comprendre que l'environnement, de manière générale, chaque fois qu'il y a un enjeu crucial, comme celui de l'eau, qui fait l'objet d'une volonté politique, on sait qu'il y a des sous qui vont être mobilisés. Et généralement, donc, ça attire beaucoup de vautours qui font en sorte que ces sous-là soient détournés de leurs objectifs. C'est pour ça que les projets peinent à être mis en œuvre de manière concrète et à aboutir. On le voit à Yaoundé, on le voit avec le projet qui a été financé par les Chinois, je crois que c'était j'oublie le nom, ça concernait 9 villes et tout ça. Ce sont des projets... Inclusive et résilientes. Je crois. Et tout cela, ça fait en sorte qu'il y a des difficultés qui sont liées à l'environnement global, qui est un challenge aussi pour Kamwata. D'accord. Et justement, vous faites bien d'évoquer cette question de branchement. Je voudrais noter que parmi l'un de ses premiers actes, Moussa Blaise, le nouveau directeur général de Kamwata, informe les abonnés dont les branchements sont en instance dans toutes les agences commerciales de la ville de Yaoundé de l'organisation d'une campagne spéciale d'exécution des 10 branchements. Il invite donc ces abonnés-là à se rapprocher chacun de son agence de rattachement du moins c'est censé la retenir d'un communiqué qui a été publié aujourd'hui même. Et ces abonnés doivent donc évidemment remplir les modalités pratiques pour accéder à leur compteur ou alors profiter de leur branchement. Elisan, pour votre première analyse également dans cette problématique de l'eau. La première chose que j'avais dit, c'était se communiquer. Parce que c'est le premier acte fort que pose le nouveau directeur. C'est le deuxième. Le nouveau directeur. Le deuxième acte. Le premier, c'était lequel? La grève. La grève. Le mot d'ordre de grève qu'ils ont. C'était une concertation avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire. Et les finances. Il a fait cette concertation pour que le ministre des Finances débloque 500 millions sur les 10 milliards qu'on demande. Donc, disons le deuxième acte, mon père. Donc, c'est un acte très fort parce que il n'y a plus à ce que les compteurs soient en souffrance. Quand Camerounais qui a tout payé, qui veut récupérer son compteur. Maintenant, à partir du moment où il pose cet acte, ça veut dire que derrière, il y aura donc disponibilité de l'eau. Changer le directeur général. Puisque à partir du moment où... Donne-t-il de l'eau potable aux citoyens? Si le directeur général pose comme premier acte formel administratif le fait que vous ayez vos compteurs de manière prompte dans les lieux de branchement, en commençant par la ville la plus touchée, qui est la capitale politique, ça veut dire qu'il sait que derrière, il a pris les mesures pour que l'eau parvienne dans ses compteurs et qu'on puisse les payer. Non, maintenant, pour faire plus sérieux, je voudrais dire à mon frère Mathurin Biol qu'aucun pays au monde aujourd'hui ne donne plus de l'eau aux populations comme ça. Ça ne peut plus se faire. Parce que, non. Parce que les bonnes fontaines qu'il y avait avant, où l'eau coulait pendant 24 heures, ad vitam aeternam, où l'eau... Non, ça ne peut plus se faire. Parce que l'eau est une denrée périssable. Si en France, aujourd'hui, on est en train de rationaliser l'eau, il y a un problème. Maintenant, deuxième chose, naturelle, les privatisations ne sont pas le fait du Cameroun. Il faut qu'on dise des choses claires. Quand tu tapes sur une émission assez sérieuse pour qu'on comprenne que les programmes d'ajustement structurel des pays africains, au lendemain des indépendances, ont poussé ces pays à aller vers des bailleurs de fonds qui, dans la manière prompte d'avoir de l'argent, nous ont fait signer des contrats qui, après, ne pouvant pas rembourser, sont passés par la privatisation de nos entreprises publiques. Reconnaissons qu'avec la maîtrise aujourd'hui de nos outils économiques et financiers, on est en train de renationaliser nos entreprises. Soyons heureux d'être partis de SINEC à Kamwata et CDE et qu'on soit revenu à Kamwata. Soyons heureux qu'on ait la Sonamine, soyons heureux qu'on ait la SNH, soyons heureux qu'on ait la Sonatrel. On est en train de rationaliser nos entreprises. Donc, il ne faut pas qu'on dise des choses qui vont... Maintenant, moi, je suis clair. Vous savez, je suis du parti au pouvoir. Il faut que ceux qui m'écoutent comprennent que quand il n'y a pas l'eau dans un quartier, on ne choisit pas qui l'eau chez qui parle d'un membre de l'opposition du parti au pouvoir, non. Nous tous, on en souffre. Moi, j'ai essayé de disséquer les problèmes qu'il y a à Kamwata. D'accord, allons-y. Et le premier problème qu'il y a à Kamwata... Ça l'aide la deuxième question. Le premier problème qu'il y a à Kamwata, pour dire qu'il n'y a pas l'eau. C'est vrai que je prends acte de tout ce que l'expert a dit, mon père Bombor, mon ami Mathurin, sur les problèmes qu'il peut avoir, mais il y a des problèmes plus importants que ça. Quand on passe en privatisation, Kamwata et CDE n'ont pas maîtrisé l'explosion démographique. Premier problème. C'est-à-dire,
la fourniture de l'eau aux populations n'est pas allée en adéquation avec l'explosion de la démographie dans notre pays. Et cela sous-entend aussi l'explosion au niveau des villes qui se créent. Maintenant, comment est-ce qu'on maîtrise nos villes, monsieur Dipita? C'est très grave. Quand vous avez un projet d'eau qui doit être affecté à Douala 3, il n'y a pas un exemple, et qu'on ne puisse pas creuser le tuyau qui va porter l'eau de l'usine de Yato, qui livre à Koumassi pour Douala 3, parce que la pénétrante est. Parce que tout ça fait un ensemble. Mettre une route, il faut qu'Eneo soit partie prenante parce qu'il faut déplacer les poteaux électriques, il faut qu'Amouate soit dedans, il faut que la ville soit, il faut que l'entité étatique, qui est par exemple le ministère des Transports, qui est dans le projet, puisse mettre tout ça en accord. Et vous voyez qu'un projet sera bloqué parce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette cohabitation. Troisième chose, il y a les problèmes. J'ai ici des lettres du directeur de Kamouate avec le fournisseur d'intrants pour potabiliser l'eau. D'accord. Quand nous nous rendons compte que nous n'avons pas la maîtrise des intrants, c'est-à-dire ces intrants qui doivent potabiliser l'eau, et qu'on dépend entièrement d'un fournisseur français, entre guillemets, qui peut à un moment donné nous faire du chantage quand il veut et comme il veut, il y a un problème. Est-ce qu'il faut aussi qu'on regarde au Cameroun si nous-mêmes, on ne peut pas fournir ces intrants pour qu'on potabilise notre eau et que dans la guerre qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on peut même pas empoisonner ces intrants pour empoisonner toute la population communautaire? Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder à ce niveau. Enfin, à Kamouate, est-ce que vous savez qu'à Kamouate, c'est 10 employés, 8 sont des recommandés. Il faut qu'on mette les gens à la place qu'il faut. Il y a un problème de compétences. Il y a aussi un problème de compétences. À Kamouate, à un moment donné où il n'y a pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'on reçoit des recommandations ici et là, et on oublie de faire. Et je tiens à vous rappeler que le premier scandale qui était sorti dans l'entreprise publique de ce pays, des faux diplômes, Kamouate en était concerné. Et je termine par les problèmes structurels internes. On peut se demander pourquoi 500 millions est sorti aujourd'hui, pourquoi ce n'est pas sorti depuis. On peut se poser cette question aussi. Pourquoi ce n'est pas sorti depuis, pourquoi c'est sorti aujourd'hui. On peut se dire les guéguerres qu'il y a aussi en interne entre certains clans qui estiment que tel doit partir, on bloque, tel ne doit pas partir, on ne bloque pas. Vous sous-entendez que la tête du directeur général... Je ne sous-entends pas, je fais un constat clair. Pourquoi une grève qui est annoncée est levée le dimanche? Pourquoi les 10 milliards qu'on réclame depuis sortent le même jour? Donc, maintenant, si tout ça, tout étant par ailleurs égal, que le nouveau DG a aujourd'hui, de manière structurelle, les leviers entre ses mains, de manière conjoncturelle, les leviers entre ses mains, et que l'État l'accompagne, parce que c'est l'État qui est le principal actionnaire de Kamouate, et que Kamouate doit trouver de l'argent pour investir dans tout ce qu'il a fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent être tranquilles et savoir que l'État a donc mis celui qu'il faut aujourd'hui à la tête du pays de Kamouate et qu'il y aura peut-être de l'eau aujourd'hui à profusion pour tous les Camerounais. De la SNEC à Kamouate aujourd'hui, quels sont les problèmes structurels qu'on a pu rencontrer? Regarde l'évolution de ces transformations-là. Alors, j'ai bien apprécié l'intervention du représentant du RDPC, mon fils Elisan, qui pense qu'il y a des problèmes à la Kamouata. Et il a souligné que sur 10 employés, 8 sont recommandés. Il y a un problème politique. Bien sûr, je l'assume. Quand c'est lui qui reconnaît ça, ça veut dire que j'apprécie son intervention. Alors, des problèmes qui existent à la SNEC, à la CDE Kamouata et à la Kamouata révolutionnée sont énormes. Je vais d'abord parler de ce métier de l'eau. Nous avons des grandes écoles au Cameroun. Moi, j'ai envie de comprendre, de savoir quelle est l'école qui forme ces experts en eau. Au Cameroun, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Puisque moi, j'étais membre de la commission de la fin de l'affermage. On a posé ce problème. Et on a donné des recommandations pour qu'on forme les experts à la gestion de l'eau. C'est un métier. Il n'y en a pas. Oui, j'ai dit que nous avons donné ces recommandations. J'ai assisté. On formait des gens dans tous les métiers, mais je veux savoir juste un, que tel a été formé pour ce métier-là. Je vais vous dire aussi, aujourd'hui, le nouveau DG a tenu une réunion ce jour. Dans cette réunion, il a relevé plein de choses et il est là depuis moins d'une semaine.
comment il sait que ces choses existent? Ça veut dire que ces choses existent depuis. Mais pourquoi on ne les traite pas? Peut-on avoir quelques idées des éléments qui ont été relevés par le nouveau directeur général? Oui. Il parle par exemple de la surfacturation, qui c'est un problème. Il parle de la fraude. Il demande que les gens changent de comportement. Voilà les choses que le nouveau DG révèle ce jour d'aujourd'hui. Mais ce qui m'a intéressé dans ce rapport, c'est qu'il a recommandé à un directeur, je crois le directeur de l'exploitation, de contacter la NOR pour qu'on mette la norme qui n'existe pas depuis longtemps. C'est dans ce document. Est-ce qu'il sait aujourd'hui qu'il découvre ça? Ce n'est pas lui qui est venu découvrir, ce n'est pas lui qui découvre, ça existe, mais pourquoi on n'a pas mis ça en œuvre? Pourquoi on n'a pas mis ça en œuvre? Donc, quand vous me posez cette question, quels sont les problèmes? Ça, c'est un problème, c'est des problèmes managériels, c'est des problèmes de gestion. Pourquoi les gens ne s'y mettent pas? Ce n'est pas M. Moussa qui vient découvrir ça, ce n'est pas lui qui vient avec ça dans le sac. C'était là depuis. Donc, nous pensons donc que, comme il a de la volonté, ou il semble avoir de la volonté. Il a de la volonté. Il a de la volonté, mais... Et il a déclaré dans son... Les jeunes, il a encore la fougue de... Oui, il a déclaré dans son discours, ou bien dans cette réunion, qu'il n'est pas dans un clan. Moi, je dis que c'est un manager, il ne faut pas qu'il soit naïf. S'il n'est pas dans un... Mais j'ai dit qu'il y a les clans à Kamwata. D'accord, allez-y. Il faut le dire, il y a un département qui est un département géographique qui estime que Kamwata leur appartient. Mais ce n'est pas normal. Eh oui, il faut le dire. Et Moussa, Blaise Moussa est de l'Est. Bon, Betara où il y a l'homme indien. Donc, ses premiers adversaires seront dans la maison. Ceux qui estiment que Kamwata appartient à ce département. Donc vous voyez déjà des potentiels metteurs de bâtons. Ça va arriver, mais j'ai confiance en monsieur. Bon, on poursuit pour terminer et puis on va prendre Vincent. Alors, il lui-même déclare qu'il n'est pas dans un clan. Alors moi je dis, peut-être qu'il n'est pas dans un clan, mais il peut être coopté sans qu'il ne sache lui-même qu'il est dans un clan. Je le dis pour preuve. Les syndicats qui ont déposé un préavis de grève devrait être reçu par le ministre des Finances. Pendant qu'ils étaient dans l'ascenseur, il y a 3 semaines, on leur dit que bon, la réunion a été annulée. Ça voudrait dire qu'ils étaient en train de mijoter quelque part. Et justement, leur préavis de grève, c'était pour qu'on paye les 10 milliards. 10 milliards, tout à fait. Et dès qu'on nomme le nouveau DG, tout de suite, il y a une réunion et on donne 500 millions. Ça veut dire qu'on l'a sûrement coopté dans un camp. Lui, il est innocent peut-être, mais il est déjà dans un camp. Parce qu'on l'a sûrement utilisé. Parce qu'on a bloqué tout ça pour faire partir Gervais Bolanga et mettre quelqu'un et tout de suite, on dégage. Et nous avons saisi cette occasion pour leur dire que sur 10 milliards, si vous dégagez 500 millions, on va donner les 500 millions là. Parce que quand on appelle, on dit que c'est une dette sociale. Cette dette sociale est divisée en deux. Il y a le personnel qui représente environ 4 milliards et les prestataires et les sous-traitants, 6 milliards environ. Quand on donne donc 500 millions là, c'est pour... d'abord pour le personnel. C'est pour gérer... Pour le personnel d'abord. Pour gérer qui? C'est un problème. Oh, il faut dégager tout cet argent-là. Donc voilà donc le problème qu'on peut trouver à Kamwata. Alors dès lors, Vincent Paul, est-ce qu'on peut croire que Kamwata en réalité est un mauvais héritier des différentes transformations de la SENEC jusqu'aujourd'hui? Je pense que si on est allé jusqu'à privatiser la SONEL, c'est parce qu'il y avait un problème. La SNEC, pardon. C'est parce qu'il y avait un problème. Et malheureusement, on a l'impression que les entreprises publiques de manière générale ne prennent pas la mesure de leurs devoirs. Et elles se comportent comme étant des bras séculiers des administrations centrales et adoptent des attitudes qui consistent à vouloir dicter, alors qu'elles ont des missions précises qui visent à apporter des solutions techniques à la société de manière générale. Donc, dans le cas de Kamwata, on peut dire de manière précise que l'entreprise, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore réussi à pénétrer le milieu social camerounais de manière
de manière concrète. Ils se comportent toujours ils sont toujours dans une attitude de devoir dicter, imposer et prendre les citoyens comme étant des clients, et puis c'est tout. Or, ils ont une mission de service public. Cela signifie que leur devoir est de comprendre quels sont les problèmes des citoyens en matière d'accès à l'eau potable, qui sont des problèmes très complexes, qui ne concernent pas seulement Kamwata. Parce que le fait de ne pas avoir accès à une eau de qualité entraîne des maladies graves. Et l'une des les maladies qui sont liées à la qualité de l'eau, ce sont les maladies qui tuent le plus au Cameroun. Et les enfants de 0 à 5 ans sont la catégorie la plus touchée. Et il faut comprendre aussi que les familles passent le temps à dépenser le peu de budget qu'elles ont pour se soigner. Ça veut dire que le problème d'approvisionnement en eau entraîne l'appauvrissement des familles à la base. Et maintenant, l'accès à l'eau, quand il n'y a pas assez d'eau dans un environnement donné, les personnes qui voudraient cette ressource, parfois se retrouvent dans des conflits, et des conflits très graves. Ça veut dire que le problème d'eau, ce n'est pas seulement une histoire de mettre le compteur et de fournir de l'eau, c'est un problème qui touche de manière holistique la vie dans les communautés. Et donc, Kamwata doit intégrer tous ces paramètres-là et comprendre que son objectif, ce n'est pas de faire du citoyen un client, mais c'est de faire du citoyen un partenaire. Et en cela, il faut qu'il comprenne que son véritable rôle vis-à-vis des personnes dans les communautés à la base, c'est de pouvoir convaincre les citoyens que son rôle est de les accompagner pour leur bien-être. Et en cela, il verra comment est-ce que son capital sympathie, appelons ça comme ça, pourrait progresser et favoriser à ce que tout ce qu'on observe comme résistance de la part des citoyens. On a parlé tout à l'heure des problèmes de surfacturation, mais il y a aussi des problèmes du fait de la fraude de la part des citoyens. Il y a le fait des gens parce que ça leur chante, ils cassent un tuyau et ils s'approvisionnent en eau là-bas. Il y a tellement de problèmes qui démontrent que, de manière globale, la relation entre le milieu social et Kamwata n'est pas au beau fixe. Kamwata se comportant toujours comme étant au-dessus de la société, il faudrait qu'il pénètre vraiment les milieux sociaux et intègre la vie dans les communautés. Secret de Polichinelle, Kamwata, Eneo, évidemment, sont des entreprises stratégiques d'importance capitale, d'autant plus que c'est du service public. Pour notamment Kamwata, des éléments, des entités vitales, des éléments vitaux pour les citoyens que de fournir de l'eau potable. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, il y a des leviers certains qui peuvent permettre aux nouveaux dirigeants de faire face à ces problèmes, de les évacuer et qui sait peut-être de remonter la pente en termes de distribution. Je me souviens quand on lança Yato il y a plus d'une dizaine d'années ici, au début des années 2000, avec les Chinois après Boraberi, 75 à 80 000 au départ, mètres cubes d'eau supplémentaires sur doigt. Alors on se disait, ouf, peut-être que le problème est résolu. Quand on a lancé avec renfort de comme Yada à Yaoundé, on s'est dit certainement que... Alors aujourd'hui, quels sont les leviers qui pourraient évidemment, Mathurin Biol, permettre aux dirigeants de remonter la pente? Il faut d'abord comprendre que la problématique de l'approvisionnement en eau n'est pas seulement du fait de Kamwata. C'est-à-dire que ce n'est pas Kamwata le seul acteur qui devrait intervenir dans la nécessité de donner de l'eau, ou bien dans le processus de donner de l'eau aux Camerounais. Kamwata, je pense dans les missions qui sont dévoilées à Kamwata, le périmètre qui est attribué à Kamwata, ce sont les zones urbaines, les villes et les zones périurbaines. Voilà le périmètre qui est dévoilé à Kamwata. Mais les Camerounais, dans leur large majorité, vivent dans les zones rurales, et ces Camerounais ont besoin de l'eau. Donc normalement, à ce moment-là, c'est le ministère de l'eau et de l'énergie qui intervient dans ces zones-là pour permettre aux Camerounais d'avoir accès à l'eau. Donc ça veut dire qu'en fait,
le gouvernement de façon globale qui conçoit les dans le point d'abord politique, comme le disait... Exactement, le problème n'est pas seulement lié à Kamwata. Kamwata, c'est une entreprise qu'on a mise sur pied. Heureusement, aujourd'hui, elle est nationalisée. Hein, contrairement à ce qu'il dit, lorsqu'elle était privatisée, le but d'une société qui est privatisée, c'est de faire du profit. Ce n'est pas de faire du social, de donner de l'eau aux Camerounais, ou bien de leur permettre de vivre dans des conditions adéquates, mais c'est de faire du profit. Aujourd'hui, elle est nationalisée. Ça veut dire qu'au moins, elle pourra véritablement travailler avec, en mettant beaucoup plus d'accent sur l'aspect social. Donc, je veux dire que cette problématique donc, est plus vaste. Elle dépasse largement même le simple... en tout cas le cadre de Kamwata. C'est-à-dire que même les communes, dans le cadre de la décentralisation aujourd'hui, les communes, n'est-ce pas, devraient s'employer à réfléchir, à trouver les moyens pour donner de l'eau à leurs administrés, c'est-à-dire aux concitoyens. Donc ça veut dire que dans un arrondissement, n'est-ce pas, le maire, si la décentralisation est effective, c'est-à-dire qu'il s'agit seulement de transférer les compétences, parce que les compétences ont été transférées aux communes afin que les communes puissent, n'est-ce pas, avoir la possibilité d'intervenir dans l'approvisionnement en eau de leurs concitoyens. Mais maintenant, il faudra aussi que les moyens suivent. Donc, les communes doivent réfléchir déjà comment pouvoir donner de l'eau à leurs administrés. Comment réfléchir les ressources naturelles, l'eau est dans le sous-sol. Il faut pouvoir les extraire de cette eau-là à partir peut-être des puits aménagés qu'on peut mettre à disposition des citoyens, à partir des forages, n'est-ce pas? Et vous savez que ça implique aussi qu'il faudrait maintenant contrôler aussi l'assainissement. L'assainissement, parce que si on extrait tout simplement l'eau et qu'on le met à disposition des citoyens, peut-être par un forage dans un quartier que la mairie décide de gérer, de contrôler, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre aux citoyens de vivre dans des conditions normales, en ce moment-là, il faudra aussi regarder du côté de l'assainissement, voir si les habitudes, parce qu'il ne faut pas que cette eau soit polluée, parce que dans le quartier, dans l'environnement, il n'y a que des latrines, des latrines qui sont peut-être des latrines traditionnelles, elles ne sont pas modernes, c'est-à-dire que ce ne sont que des trous à fond perdu où on stocke les matières fécales, et ensuite maintenant ça pollue la nappe phréatique. Donc la commune aura beau peut-être chercher à extraire cette eau-là pour donner aux populations, mais ce sera en ce moment-là une eau qui sera polluée. Donc en fait, la problématique va très 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 largement au-delà de Kamwata. C'est le gouvernement qui devrait s'employer avec les communes à trouver les moyens afin que les populations aient accès à l'eau. Kamwata continuera à faire sa part de travail, mais globalement, puisque je le disais tout à l'heure, la Constitution dans son préambule dit bien: le peuple camerounais est résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau des populations sans aucune discrimination. Il n'est donc pas normal qu'un jeune ou bien un Camerounais, parce qu'il vit dans tel quartier, il a abandonné, et tel autre qui vit dans tel quartier, lui, il a accès aisément à l'eau. Donc voilà ces différentes discriminations qui doivent être véritablement combattues et qui doivent être changées afin que tout le monde... Élise, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte. Est-ce que le déficit, justement, en termes de production, transport, distribution d'eau, n'est-il pas un aveu d'échec de la stratégie politique des pouvoirs publics d'offrir une eau potable à ses citoyens? Non, le pouvoir public offre déjà de l'eau potable aux citoyens, mais peut-être pas en quantité suffisante. Je voudrais dire à mon père Mombo qu'à l'université de Tsang, il y a la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Et il y a une filière qu'on appelle filière des métiers du bois, de l'eau et de l'environnement. Est-ce qu'on regarde de l'importance de la problématique? Ce n'est pas une entité... Il fallait donner une information. Maintenant, à côté quand on était dans une faculté agricole, pour chercher, il y a maintenant un BTS, pour chercher 2 ou 3 gouttes d'eau. Il y a un BTS en traitement des eaux et assainissement. Depuis 10 ans au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est un IPES des livres. Et derrière ça, il faut aussi dire qu'en 2020, Kamwata et le ministre signent une convention de création d'une école dédiée à l'eau, dont le plaidoyer a été fait par certaines organisations, donc comme
qui va être mise en place. Ça, il fallait que maintenant, il y a des choses qui ont été faites, monsieur. Entre 2010 et 2022, aujourd'hui, c'est 500 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun a investi. L'État du Cameroun a investi dans les projets d'eau. Maintenant, je mettais de côté ce que les bailleurs de fonds ont apporté eux-mêmes dans l'escarcelle pour qu'ils accèdent. Et quels sont... Je suivais tout à l'heure mon frère Mathurin parler des forages. Je sais qu'il y a un projet de demi-forage à côté de Kamouata qui a été fait parce que la pénétration en eau au niveau de la population en zone rurale c'est 45% et en zone urbaine 75%. Il faut donc combler le gap. Là, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où on a dit, à partir du moment où l'eau ne peut pas arriver aux populations en zone rurale, il faut passer par la concession des forages, c'est demi-forages. On aujourd'hui appelle les 600 par là. Quel est le besoin? Le besoin est largement... J'arrive sur le besoin. Au Cameroun, on a aujourd'hui, là, 426 591 abonnés. 426 000. Le nombre d'abonnés que Kamouata a, c'est très grave. Kamouata a 426 000 des rapports du MINE. Kamouata a 426 591 abonnés à l'eau potable au Cameroun. Il y a un problème. Un grave problème. Est-ce que c'est un problème de Kamouata ou bien c'est nous les Camerounais? Et le nombre de Camerounais qui ont les compteurs dépasse 2 millions. Comment peut-on avoir un compteur sans être abonné? Là, le respect parlait de fraude. Combien de personnes chez eux ne payent pas? Il faut qu'on... C'est-à-dire, quand on parle de Kamouata... Il y a aussi un phénomène qu'on a connu. Bon, c'est peut-être marginal, mais je dis qu'on peut ne pas en parler. Mais on est quand même... à ces agents, Kamouata donne gratuitement de l'eau. Ce qui peut être normal. La fraude est... Mais je veux dire qu'eux, ils sont des sous-revendeurs. Je veux dire qu'ils profitent comment on dit ça, d'un avantage professionnel, mais après, ils deviennent des distributeurs. Voilà. Bon, sur un pays de 25 millions d'habitants, 25 millions... En termes... disons une observation. On a 426 191 abonnés. C'est problématique. Il y a un problème. La capacité de production, par contre, est passée à 498 931 mètres cubes d'eau. Donc, soit une moyenne d'une augmentation de 31%. Il y a un problème. Et on a investi 500 milliards de francs CFA. Maintenant, le nombre de linéaires de conduite de distribution d'eau est passé de 5161 à 270 561. Ça veut dire que plus l'État investit financièrement, plus l'État investit humainement, plus l'État investit matériellement, le nombre d'abonnés qui doivent avoir ça à l'eau potable reste stagnant et pour une population de 25 millions de personnes, il y a un problème. Il y a un problème, monsieur Dipita. Pourquoi soit les Camerounais que nous sommes, nous tous qui avons si on se met à compter le nombre de Camerounais qui ont les compteurs de choses, ça dépasse le nombre ici. Ça veut dire que Kamouata est comptabilisé 426 000 qui payent régulièrement leur consommation d'eau, même si cela paye, s'ils payent normalement, hein, si quelqu'un n'a pas truqué son compteur chez lui. Donc, il faut donc qu'on comprenne que Kamouata, qui est, en lisant le préambule de la Constitution, qui est au service de la population, j'aimerais qu'on poursuive le préambule de la Constitution qui dit que le citoyen a des droits et des devoirs. Le citoyen aussi a des devoirs. Quand je suis un citoyen et que chez moi, je traficote le compteur d'eau ou le compteur d'énergie, il y a un problème. À la fin de la journée, si le citoyen ne respecte pas ses devoirs, il faut bien quelqu'un qui le lui rappelle, non? Mais l'État fouette. Et c'est là où Martinez va encore se lever et dire que l'État est policier, l'État est dictateur, l'État est ceci. Il faut bien qu'on comprenne. Mais pour finir avec vous, maintenant, je veux dire, évidemment que je fais confiance à vos chiffres. Non, les chiffres sont là, les documents sont là. Non, je n'ai pas... Moi, je ne m'amuse pas avec les documents. Je ne suis pas un expert en conformité. Voilà, les documents, c'est là. Elie, ne présentez plus les documents à l'antenne. Ne présentez plus les documents à l'antenne. Ok, j'ai compris. Voilà, merci. Je disais que, évidemment, l'État investit beaucoup, l'État fait beaucoup de progrès, l'État s'est sacrifié, l'État c'est vous, c'est moi, mais il y a un gouvernement qui nous guide. Tout à fait. Mais si à la fin de la journée, malgré ces efforts, on a toujours la problématique de l'eau, au point d'en faire des émissions de débat pour apporter d'une autre à contribuer des solutions, n'est-ce pas un échec de l'État? Qu'est-ce qui fait problème? Oui et non. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit ici que j'ai parlé sincèrement avec mon cœur. L'élu que je suis, et j'ai aimé. Je rappelle que vous êtes grand conseiller. Tout à fait. Et j'ai aimé que mon frère Mathurin parle du rôle aussi des CDT. Voilà. Dans la loi sur la décentralisation, dans ce livre, c'est une loi. Il faut qu'on comprenne qu'il y a aussi la part des CDT à l'intérieur. Le maire de la ville aujourd'hui, qui a des moyens de pouvoir donner de l'eau
Vous savez aussi que les CDT se plaignent davantage d'une forme de centralisation. Il y a beaucoup, tout à fait. C'est l'un des problèmes que je voulais traiter. C'est pour dire qu'au niveau de la centralisation de l'État, est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder du côté de libéraliser un peu la gestion d'eau dans les communes par les mairies? Et si on le voit de ce côté. Deuxième chose, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est moi qui ai dit, mais mon père va parler des clans aujourd'hui. Il y a tout un département géographique qui estime que Kamwata leur appartient. Et comme ils sont majoritaires dans l'entreprise, ils vont aussi faire des choses pour que l'actuel DG ne travaille pas bien. Donc le DG doit faire quoi, les limoger? Non, pas les limoger. Donc, et de trois, je vous ai parlé du fait que le Cameroun en lui-même ne maîtrise pas la production des intrants qui rentrent dans la potabilisation de l'eau. Donc dépend le Cameroun à 100% d'un producteur, fournisseur qui nous fait le chantage quand il veut, comme il veut. D'accord. Quatrième problème, M. Djipita, et qui peut être réglé, c'est que mettre les gens à la place qu'il faut. Et là, aujourd'hui, je le dis haut et fort, celui qui est arrivé à le profit de l'emploi. Non, je vous le dis sincèrement. Vous savez, on a ce problème au Cameroun, c'est qu'il faut qu'on sache reconnaître les valeurs des uns et des autres. Il n'avait pas encore travaillé. Non, celui qui arrive, là où il est passé, il a pu montrer ses preuves. À la FECAFOOT, à la Sonamine, au ministère de la fonction publique, il y a quand même des gens sur qui on peut dire le passé parle pour eux. Maintenant, et j'ai dit, je suis heureux que l'État, qui est l'actionnaire principal de Kamwata, l'accompagne. Parce que quand je vois la rapidité avec laquelle on a désamorcé la bombe concernant le préavis de grève, c'était un dimanche, la réunion. Il faut le remarquer, c'est un dimanche. Quand je vois la rapidité avec laquelle on a débloqué d'abord 500 millions, le temps pour le nouveau DG de prendre tous les paramètres de calcul, s'il n'y a pas eu dans l'argent qu'on demande, les gens qui ont surfacturé, entre guillemets, l'argent qu'ils demandent dans la dette sociale, et même sur les fournisseurs, c'est le temps pour contrôler. Hein. Dès qu'il a fini de contrôler, faire l'audit sur ces 10 milliards, l'argent sera débloqué. Ça veut dire qu'au niveau de la tutelle financière, que le ministère des Finances, on va l'accompagner. Au niveau de la tutelle administrative, qui est le ministère des Mines, et le ministère de l'Eau et de l'Énergie, on va l'accompagner. Ça veut dire que si l'État, l'actionnaire principal, accompagne le nouveau top management de Kamwata, je dis, restons tranquilles, attendons que l'eau arrive chez nous, nous qui avons les compteurs. Parce qu'il y en a qui se plaignent, ils n'ont pas les compteurs de chez eux. Le nombre Avant de revenir sur Vincent de Paul, alors on a évoqué la problématique, on a largement débattu également des conséquences, mais qu'est-ce qui peuvent être les causes? Quelles sont les causes de ces manquements au niveau de la production et de la distribution de l'eau? Je voudrais d'abord revenir sur les propos de M. Zan, pour préciser que le ministère de l'Eau et de l'Énergie qui assure la tutelle sur Kamwata n'est pas exempt de tout reproche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a une volonté politique au haut niveau dans un secteur donné, les vautours y vont de manière systématique. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où l'État dépense énormément d'argent pour permettre aux citoyens d'avoir accès à l'eau, mais que sur le terrain, on a l'impression que les choses regressent. Donc, de manière fondamentale, il y a l'environnement politique qui pose problème. Une impunité totale vis-à-vis des personnes qui se permettent de jouer avec des projets qui sont vitaux pour la vie des Camerounais. Et ça, ce n'est pas les scandales qui manquent dans le secteur de l'eau. Ce ne sont pas les scandales qui manquent, pardon, dans le secteur de l'eau. Et malheureusement, les citoyens, quand ils vivent cela, ont l'impression que en face, ils ont des personnes qui ont tout pour eux, et eux, ils n'ont rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient donc, ne serait-ce que pour le peu d'eau qu'ils peuvent avoir, devoir débourser quoi que ce soit? Parce que, et c'est en cela que le problème est fondamental sur le plan communautaire. Les citoyens ont le sentiment que la société et la tutelle technique qui sont censés mettre à leur disposition de l'eau en qualité et en permanence a failli, non pas pour des problèmes qui soient structurels ou bien liés à des difficultés quelconques, mais parce qu'il y a des acteurs qui sont en incapacité de faire ce qu'il faut pour que cela soit possible, étant intéressés en grande priorité par l'enrichissement. Ça, c'est l'environnement. Maintenant, quand on arrive au niveau de ce qu'on peut appeler le jeu de rôle,
il y a une certaine présence prépondérante du ministre de l'Eau et de l'Énergie dans la prise de décision, dans la vie. Dans tout ce qui concerne la vie de Kamwata. Non, ça peut être la tutelle. C'est la tutelle. Mais sans être le gestionnaire quotidien. C'est pas lui qui gère. Son rôle ne peut pas être celui de la gestion courante. Ses interventions dénotent de ce qu'il intervient de manière récurrente dans de nombreux aspects de la vie de l'entreprise. Le dire ainsi, ça peut poser problème, mais ça se voit et ça se vit. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de donner la possibilité... Mais en même temps, le gouvernement met quand même suffisamment d'argent dans cette histoire pour ne pas rester... Ce sont des fonctionnaires qui sont au ministère... Pour ne pas rester trop éloignés du business. Ce sont des fonctionnaires qui sont à Kamwata. Donc il y a des bons fonctionnaires au ministère de l'Énergie, il y a des mauvais fonctionnaires à Kamwata, ça ne se comprend pas. Ce sont les mêmes acteurs. Ce sont des personnes qui sont formées de manière qualitative pour servir l'État. Ils connaissent leur travail. On ne peut pas dire que telle personne soit exceptionnelle, l'autre ne l'est pas. Le seul bémol, c'est qu'il y a une mentalité qui domine les mœurs dans l'environnement en question. Et cette mentalité est liée au fait de vouloir toujours aller taper dans l'argent du contribuable. Et on sait très bien qu'il y a une manne dans le secteur de l'eau. Donc, il faudrait que la tutelle apprenne aussi à agir de manière plus discrète et de manière ponctuelle. Et qu'elle laisse l'entreprise s'affirmer dans l'espace public et se donner un rôle véritable d'interlocuteur des citoyens en la matière. C'est vrai, on interprète la notion de tutelle de plusieurs. Chacun interprète en fonction de ses intérêts. Mais la tutelle ne signifie pas le contrôleur permanent ou bien... D'accord. Etc. Maintenant, il y a un autre... Je voudrais terminer, s'il vous plaît. Il y a un autre domaine qui est le problème que j'ai souligné tout à l'heure de la pénétration des milieux sociaux par Kamwata, qui se comporte toujours comme s'il était le gendarme de l'eau. Or, il faut créer des relations qui soient favorables à l'entente avec les communautés à la base. Et ce sont ces relations-là qui vont permettre à ce que les citoyens comprennent la difficulté du travail qui est celui de Kamwata et que Kamwata comprenne la difficulté qui est celle des citoyens à la base. Et en cela, donc, on verra que les relations seront plus assainies et il y aura possibilité donc de faire en sorte que les choses s'améliorent. D'accord. Elie veut peut-être rapidement réagir, dire un mot avant... Non, juste dire à Vincent que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, pas Gaston Elundu, le ministre, exact. C'est-à-dire le ministère en termes d'entité est la tutelle administrative de Kamwata. Quand les Camerounais, le titre c'est le Cameroun a soif. Quand le Cameroun a soif, le Cameroun regarde Paul Biya. Et Paul Biya, son bras séculier, c'est le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Donc quand le ministre de l'Eau et de l'Énergie va à Komiada, par exemple, pour une visite, il est dans son rôle. Il est dans son élément. Parce que c'est lui qui rapporte le besoin au niveau du conseil des ministres là-bas pour dire à son collègue qu'effectivement, il faut de l'argent et on déboule l'argent, on donne. Donc, il n'est même pas présent. Il faut même qu'il soit plus présent que ça. Pour que les Camerounais aient accès à l'eau, à l'énergie et tout, voilà un acteur qui est là. Il faut que le ministre soit même plus présent, qu'il aille à Kamwata tous les jours. Si ça va permettre aux gars de travailler, que les gars travaillent. Il le faut que les gars travaillent, par exemple. Oui. Bon, ce qui concerne les causes, quand moi c'est souvent expliqué sur les causes du fait de l'absence d'eau, pour ce qui concerne parfois des coupures, les responsables de Kamwata parlent souvent que les coupures d'eau sont largement dues beaucoup plus aux coupures d'électricité, c'est-à-dire que l'eau est disponible, mais puisque cette eau-là, pour être livrée aux citoyens, il faut qu'il y ait des appareils qui fonctionnent avec de l'électricité et que globalement, au Cameroun, on n'a pas l'électricité en permanence. C'est-à-dire que 80% des coupures d'eau sont dues à l'absence d'électricité. Donc maintenant, c'est à Kamwata de travailler sur son autonomisation. C'est-à-dire que dans tous les endroits où l'eau est traitée, les unités de traitement, il faudrait que ces unités-là soient autonomes en termes d'électricité. Et l'autonomisation n'est pas difficile. Aujourd'hui,
sait que toutes les formes, il y a plusieurs formes d'énergie, plusieurs possibilités aujourd'hui d'avoir de l'énergie, énergie solaire, ainsi de suite. Donc, il faut seulement que Kamwata travaille dans ces voies-là. Je pense que pour ceux qui sont privés de l'eau du fait des coupures, ces coupures-là pourront être réduites. Maintenant, au niveau de l'adduction, il semblerait qu'aujourd'hui au Cameroun, 32% maximum des citoyens qui résident dans les villes sont connectés au réseau d'eau. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays où on est déjà à plus de 60% comme en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a encore énormément de travail à faire. Et moi, je continue à dire que les citoyens dans un pays, ici au Cameroun, ne se posent pas la question de savoir quelle est la société qui m'approvisionne en eau. Les citoyens veulent l'eau chez eux. Ils veulent l'eau à la maison. Ils veulent utiliser l'eau dans leurs activités quotidiennes, ceux qui ont les restaurants, ainsi de suite. Ils s'en foutent de savoir si cette eau-là vient de Kamwata ou ils veulent qu'ils ont des droits en tant que citoyens. L'État doit leur donner cette eau-là. L'État est un acteur clé dans la gestion du service public de l'eau potable. C'est-à-dire qu'il doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle. Et l'État, ses démembrements vont jusqu'aux communes. Donc, les communes aujourd'hui doivent faire pression, n'est-ce pas, l'État, afin que l'État transfère les moyens et que les communes puissent travailler pour donner l'eau aux Camerounais. C'est aussi ça une partie de la problématique qui n'est-ce pas, qui entoure ce problème d'approvisionnement de l'eau au Cameroun. Donc, et je pense que dans tous nous avons dit lorsque la décentralisation, on a parlé de décentralisation, nous avons dit que la décentralisation est un mot-né au Cameroun, parce qu'effectivement, ceux qui ont lutté pour qu'elle soit au moins effective, n'est-ce pas, aujourd'hui sont privés de la possibilité de mettre sur pied les programmes qu'ils avaient pour les populations. Ceux-là qui ne voulaient pas de la décentralisation et qui n'en veulent d'ailleurs même pas, ce sont eux qui sont aux affaires, ce sont les amis de monsieur Zhang. Ce sont eux qui sont maires par-ci, maires par-là. C'est le peuple qui les a choisis. Qui ne voulaient pas de la décentralisation. Il faut vous en prendre aux électeurs. Les populations, donc oui, elles doivent prendre leurs responsabilités si elles veulent véritablement de l'eau. Si elles veulent véritablement de l'eau chez elles, les populations doivent prendre leurs responsabilités en donnant le pouvoir et en donnant les responsabilités, n'est-ce pas, à ceux-là qui se battent au quotidien auprès d'elles afin qu'elles aient accès à un certain minimum de services publics. Notamment, aujourd'hui, on parle de l'eau. Il y a beaucoup d'autres services publics. Il y a l'éducation, il y a la santé, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, puisque ce sont les amis de M. Zhang qui ne voulaient pas, ils ne veulent pas, nous avons proposé, afin que les populations se prennent véritablement en charge, nous avons dit qu'il faut qu'on aille vers le fédéralisme. Ils ont dit que nous allons choisir la décentralisation. Mais il faut donc qu'elle soit effective et que le maire répond de sa gestion devant les populations. Et comment donc il peut répondre de sa gestion s'il n'a pas les moyens pour pouvoir installer un point d'eau ici et installer un puits aménagé là-bas ou bien installer un fourrage ailleurs? Comment est-ce qu'il va donc répondre de ces actes devant ses électeurs? Dieudonné Yegwa, vous allez donc peut-être évoquer également les causes, mais davantage je vous attends sur les solutions. Ce sera la dernière ligne droite, les autres intervenants diront également leur mot là-dessus pour sortir de ce premier thème. Quelle est l'arme idoine aujourd'hui que Moussa Blaise pourrait utiliser à défaut de définitivement résoudre la problématique, au moins l'amoindrir dans une dimension où le maximum de personnes qui pour l'instant n'arrivent pas à avoir de l'eau potable puissent être satisfaites? Alors quand je vois les résolutions de la réunion d'aujourd'hui, on a très bien dit que le directeur général élabore et fait la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde et de réhabilitation de la Kamwata. Ça veut dire qu'il faut tout recommencer, il faut tout repenser. Quand je vois ce qui s'est dit aujourd'hui. Et monsieur le directeur général
comme on l'a dit, hein, lui et moi, qu'il y a des clans là-bas, et qu'il ne fera pas la chasse aux sorcières. Et il ajoute ceci: je vais travailler avec tout le monde, ceux qui seront de bonne foi. D'ailleurs, lui-même, il en est conscient. Oui, il le dit, il va travailler avec tout le monde, et il ajoute tous ceux qui seront de bonne foi. Ceux qui pensent qu'ils ont un titre foncier là-bas, ils seront de mauvaise foi, ça c'est sûr. Ils seront de mauvaise foi, et j'espère, parce que comme c'est une entreprise parapublique, le directeur général applique tout simplement les résolutions du conseil d'administration. Or, si on va lui donner la main d'aller jusqu'au bout, ce sera une bonne chose. Alors, quand mon cher Elisan nous rappelle qu'il y a un BTS dans le métier de l'eau, nous avons besoin des ingénieurs pour penser l'eau. On n'a pas besoin des agents de maîtrise. Donc, c'est là le véritable problème, en réalité. Si on n'a que les gens qui ont le BTS, qui ne savent pas que dans une ville, il faut faire une étude globale pour que dans 50 ans, que tout le monde ait l'eau. Et ils sont seulement des exécutants pour creuser et mettre les tuyaux, pour alimenter ceux qui sont là. Ils ne pensent pas 50 ans. Donc c'est là le véritable problème. On n'a pas pensé comment alimenter l'eau pour tous les Camerounais. Personne n'a pensé à ça. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Si on n'a que les gens qui ont le BTS, qui travaillent, qui pensent pour ça, on comprend bien pourquoi on a ce résultat. Alors, les solutions. Les solutions. Nous pensons qu'en attendant de former des ingénieurs qui vont penser le Cameroun, comme la décentralisation avance à pas de tortue, il y a plein de forages que les privés font, mais que la Camouata récupère ces forages, qui traitent ça, et qu'on alimente tous les Camerounais. Si on recense les forages privés et que la Camouata prenne sur elle de traiter cette eau, mais on va soulager plein de monde. Moi, je n'ai pas deux solutions. Voilà l'unique solution que je propose à M. Moussa, de lancer une campagne de recensement des forages bas de puits, des forages bien faits, et qui reprennent ça dans leur compte et traiter, et les gens vont prendre de l'eau, et puis ce sera fini. D'accord. Et la dernière solution, pour ceux qui sont même connectés, nous avons écrit à Gervais Bolanga pour ce problème-là. L'ancien directeur général. L'ancien directeur général, mais qui n'a pas répondu. Il y a des gens qui payent très cher, parce que quand on parle de surfacturation, en réalité, ce n'est pas une surfacturation, c'est que, vous savez, la densité de l'air et la densité de l'eau ne sont pas les mêmes. Quand on a coupé l'eau, il y a l'air qui circule dans les tuyaux, et puisqu'on a besoin de cette eau-là, on laisse les robinets ouverts. Et la densité de l'air étant faible, le compteur tourne plus rapidement que quand il y a l'eau. C'est en ce moment-là que les gens payent cher. Et nous pensons, donc on lui a proposé de mettre les ventouses pour pouvoir vider l'air quand l'eau va arriver, pour que les gens ne consomment pas. Ah, il faut le faire. Et ceux qui sont en hauteur, quand il y a de l'air, quand l'eau vient, l'air monte et l'eau n'arrive pas. Ils vont rester indéfiniment sans eau. Moi, j'en suis victime. Et je suis resté 3 ans sans une goutte d'eau. Parce que quand j'étais jeune, vous l'avez signalé que j'ai travaillé, j'ai pris ma retraite. Quand j'étais jeune, je puisais l'eau entre minuit et 2 heures du matin. Mais comme je suis vieux maintenant, je ne peux plus me réveiller la nuit. Et j'attends que l'eau vienne, l'eau ne vient pas. J'ai mis un forage et j'ai quand même laissé le compteur. Après 3 ans, je suis parti leur dire que venez prendre votre compteur. Parce que 3 ans après, je payais 930 francs tous les mois. J'attendais que l'eau vienne, mais l'eau ne venait pas. Donc, les gens qui sont donc en hauteur n'arrivent pas à avoir l'eau. Il faut donc trouver une solution à ça. Et on leur a fait une proposition. Et il faut qu'ils appliquent ça pour que les 500 000 personnes qui ont quand même des compteurs qui payent, qu'ils aient au moins cette eau-là. Nous sommes au moins 2 victimes sur ce plateau. D'abord, Mathurin, sur les solutions éventuellement. Oui, pour les solutions, il faut véritablement... Moi, je continue à insister au niveau des mairies, des communes, parce que ce sont les communes qui sont véritablement au plus près des populations. Ce sont les communes... Une véritable décentralisation de la distribution. Oui, ce sont les maires qui ont la responsabilité sur le plan local d'avoir un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Donc, le directeur de Camouata n'a pas été élu.
il n'est pas élu. Il ne répond de ses actes que peut-être devant le ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, qui lui-même peut-être répond de ses actes devant le président de la République, qui lui, il a une immunité totale ici au Cameroun. Ça veut dire que quel que soit le cas, que les Camerounais vivent bien ou vivent mal, il sera élu. Hein, que la vie s'améliore ou la vie ne s'améliore pas, n'est-ce pas? Les Camerounais le choisissent malgré tout ça. Il gagnera toujours les élections. Donc ça veut dire que c'est le maire qui est au plus près de ses concitoyens qui doit se dire que, ok, voici les ressources de ma commune. Voici ce que j'ai en termes de ressources naturelles, en termes d'eau. J'essaye donc de faire en sorte que dans les comités de développement des quartiers, les populations peuvent se regrouper entre elles et décider de créer un forage avec l'accompagnement technique de la mairie et bien entendu aussi peut-être l'accompagnement technique de celui qui est comme le délégué départemental de mines et de l'eau, peut-être du département qui accompagne les mairies. Et maintenant, si un comité de développement d'un quartier décide, puisque l'État a démissionné, plus les populations dont se regroupent entre elles et décident de faire un forage. La mairie les accompagne dans l'entretien de ce forage, de ce point d'eau-là. La mairie les accompagne dans le traitement. Ça fait en sorte qu'un forage peut alimenter peut-être une trentaine ou bien une quarantaine de maisons dans les environs. Il ne s'agit pas pour chaque individu dans un quartier d'avoir son point d'eau, d'avoir son forage, le voisin a un forage, le suivant a un forage, et ainsi de suite. Ça fait en sorte que les ressources, même la nappe phréatique, elle est épuisée, puisque chacun va se mettre à utiliser l'eau comme ça lui plaît, dans d'autres pays organisés. Avant de creuser un forage, la mairie vous donne un permis, puisque ce sont les ressources qui appartiennent à toute la communauté. Vous ne pouvez pas créer, vous levez un beau matin parce que vous avez les moyens, vous faites un forage chez vous, celui-là qui est à côté, il se dit qu'il a aussi les moyens, il faut aussi un forage. Ça veut dire qu'on épuise nos ressources collectives. Donc, normalement, la mairie encadre cela et donne des permis et fait en sorte que lorsque c'est creusé dans ce point, ça permet aux ceux qui sont dans les environs d'avoir aussi de l'eau et de s'approvisionner. Et ainsi de suite, ça fait en sorte que les conditions de vie s'améliorent et les gens vivent aisément. Entre-temps, ceux qui peut-être sont connectés directement par Kamwata, eux aussi, ils pourront avoir l'eau. Et de ce fait-là, dans les environs, dans les zones urbaines, les citoyens ont l'eau et maintenant dans les zones rurales, parce que la plus grande partie des Camerounais ne vivent pas dans les villes. Les Camerounais, dans leur grande majorité, ne vivent pas dans les villes, sont dans les zones rurales. C'est là-bas maintenant qu'il faut réfléchir sur comment leur donner aussi de l'eau. Il faut que les sources, ici il y a des sources, la mairie s'occupe de ces sources-là, protège ces sources-là, traite ces sources-là, arrange l'environnement de ces sources-là et les populations viennent donc s'alimenter et consommer cette eau-là en toute sécurité. Donc voilà ce que moi je peux proposer comme quelques moyens, n'est-ce pas, pour permettre aux Camerounais de s'approvisionner. Vincent de Paul, vous évoquiez à juste titre tout à l'heure le fait qu'au Cameroun, bon nombre de villes portent le nom ou de départements portent le nom des cours d'eau qui évidemment sont proches. Je veux dire, sous cet angle-là, dans cette brèche, ne peut-on pas justement exploiter ces avantages naturels? Le vouri, aller chercher de l'eau là-bas, traiter cette eau, la mettre à disposition. Je veux dire, en termes de solutions, est-ce que vous y voyez peut-être? Oui, c'est une solution qui ne peut ne pas être prise en compte. L'État a déjà mené des études, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la question, et même mené des études sur la manière dont on pouvait capter ces eaux, les traiter et les distribuer. C'est pour ça que j'ai évoqué la problématique du fait que les gens, quand ils sentent qu'il y a une volonté politique dans un secteur, ils courent et ils jouent les prédateurs. J'aimerais dire que la question de l'eau, c'est une question qui est holistique. Et on devrait, quand on est un acteur clé dans ce secteur, comprendre que l'absence de l'eau entraîne
des conséquences qui affectent le cadre de vie et qui concernent plusieurs secteurs à la fois. La santé, bon, dans le cas du Cameroun, on a le ministère de la Santé, on a les intervenants comme le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, on a des acteurs institutionnels, je parle de ces deux, je les considère comme des acteurs techniques. On a des acteurs institutionnels comme les collectivités territoriales décentralisées. Donc, si l'acteur principal dans le secteur considère que son devoir est de veiller sur la qualité de vie dans les communautés, il est évident que ces paradigmes vont changer. Il ne suffit pas seulement de fournir de l'eau, il faut aussi comprendre que la question de l'eau est vitale au bien-être des citoyens et qu'à ce titre, on se donne le devoir non pas seulement de fournir de l'eau, mais de fournir du bien-être aux citoyens en prenant en compte les conséquences du fait de l'absence de l'eau ou bien de la fourniture de l'eau de mauvaise qualité ou bien une eau qui n'est pas en quantité suffisante pour tous les citoyens. La solution donc serait de donner la possibilité aux communautés à la base de pouvoir contribuer aux mesures qui sont arrêtées au niveau de Kamwata pour pouvoir intervenir dans les quartiers. Et il ne peut plus se contenter d'être un acteur qui vient dicter ou bien qui s'appuie sur les dispositions légales pour imposer. Il doit être un acteur qui joue le médiateur parce que c'est lui le principal fournisseur en eau dans le pays. Et en cela, donc, je vais encore une fois un peu contredire M. Zang pour dire qu'il est important que le ministère de l'eau et de l'énergie laisse l'acteur principal agir, se rendre interlocuteur des communautés à la base. Parce que l'intervention de la tutelle donne la possibilité aux acteurs de la déconcentration de se considérer comme étant les tutelles dans les zones, dans les départements. Et cela fait en sorte que les acteurs ne sont pas à même de... Et même, on peut considérer que si à Kamwata, on a des problèmes qui sont liés à la qualité du personnel et que ce personnel est recommandé, ben, où est la tutelle quand on décide qu'on va recommander? Donc, il faudrait que l'accent soit mis sur la communauté à la base et qu'on passe du paradigme de la fourniture simplement de l'eau à l'amélioration de la qualité de vie dans les communautés. Et en cela, donc, je suis sûr que les paradigmes peuvent changer et que Kamwata commence à véritablement pénétrer son milieu d'intervention de manière concrète. Charles Lézan, tout à l'heure, vous évoquiez un élément qui est passé comme ça, mais qui ne semble pas anodin pour dire que cette entreprise a... je veux dire la propriété ou alors l'apanage d'un département de la République. Mais je veux dire que ce département-là, ce n'est pas lui qui nomme les responsables à Kamwata, il y a bien quelqu'un qui s'en charge. En termes de solution, est-ce que ce n'est pas une entité à prendre en compte? Oui. Il faut qu'on dise les choses. Je veux dire qu'il s'agit de l'eau et l'eau concerne... Je sais bien que le président vous écoute souvent. Que Dieu vous entende vraiment. Il y a un érudit à côté de vous, j'espère que l'émission va m'arriver. Non, le fait qu'on ait eu, dès la création de la SINEC, M. Clément Oboufegueux, qui est de la Meufou et Akono, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après, on a eu Dr Basil Atanakuna, qui est de la Meufou et Akono. Après, on a eu William Solo, qui est de la Meufou et Akono. Ça a fait croire à certains ressortissants de la Meufou et Akono que Kamwata ou Sinek et tout, c'est la partenaire. Donc quand on vient donc avec un gars qui vient de l'Est là-bas, c'est Yoka Douma, qui était Jebe Boulenga, c'est clair que les gars ont créé un clan avec aussi, entre guillemets, les plaintes de son management, je ne sais pas dedans, mais les gars ont cru que ça leur appartenait. Et même vendredi, il y a beaucoup de noms qui ont circulé lorsqu'il y avait le conseil d'administration extraordinaire. Les 3 premiers noms que moi je suivais dans certains réseaux, c'était les noms qui venaient tous de la Meufou et Akono. Donc, comme certains estiment que ça leur appartient, bon, c'est un problème qu'il y a dans ce pays où certains estiment que le fait qu'on ait nommé des gens successivement venant d'un même coin, dans cette zone, c'est ça. Mais il faut quand même dire aux Camerounais que le président de la République s'assure, et vraiment il faut là
Quand on a 270 tribus à gérer, il faut savoir faire. Vous allez voir le jeu de chaises musicales qu'il a fait. Je vais pour un gars part, il est de l'Est, il est remplacé par un gars qui est de l'Est. Le directeur général adjoint qui part, qui est ambassade de la Sanaga, je vois, et on se remplace par une dame qui est aussi du même genre. Ça veut dire qu'on essaye d'équilibrer. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on veut la compétence. Qu'on nomme tous les bangantés dans un domaine, mais s'ils sont efficaces, compétents, et qu'on ait de l'eau, moi, je veux de l'eau. Moi, c'est pas moi, mon problème n'est pas et que j'estime que les bangantés qui sont à un poste ou les bafang, c'est pas moi. Moi, c'est pas là mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau, que le gars soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Maintenant, quand. Sur les solutions. Et j'ai aimé le fait qu'il ait dit qu'il n'est pas dans un clan, c'est bon. Et là, je connais cette rigueur. Maintenant, sur les solutions. La première solution que je propose, moi, à mon humble avis, c'est l'hypochlorite de sodium. L'hypochlorite de calcium, le sulfate d'alumine, c'est des trucs chimiques, non? Moi, je me dis, si l'entreprise qui nous, c'est Solevo, qui est l'entité qui représente le fournisseur au niveau du Cameroun, qui est ici à Bonabéry, est-ce que les Camerounais n'ont pas l'expertise? Est-ce que ce ne sont pas les Camerounais qui travaillent là-bas? Autant de choses. Est-ce que les Camerounais n'ont pas l'expertise? Il paraît qu'un temps, il y avait ADER qui fournissait certains intrants. Est-ce que les Camerounais, dans toutes nos grandes écoles polytech, facultés de sciences, c'est pas moi, tous ces trucs-là, est-ce qu'on n'a pas la capacité, nous, au niveau interne, de produire ces intrants qui vont dans la potabilisation de l'eau? Donc, il faut donc qu'on regarde de ce côté, que Kamwata voit, en signant une convention avec le ministère de l'enseignement supérieur, de voir comment nos écoles d'ingénieurs là peuvent nous fournir ces intrants-là. On a vu l'expertise camerounaise lorsqu'il y avait le Covid, où on a vu que les Camerounais pouvaient produire tout qu'on avait le gel hydraulique, tout ça là. Le gel hydraulique, les masques, on a vu des jeunes Camerounais le faire. On a même vu la formule où on pouvait faire ça à la maison. Oui. On nous a aussi appris qu'on peut rendre potable une eau naturellement et tout. Est-ce qu'on a besoin de ces intrants? Et là, je peux croire à ce que M. Vincent Kamou a dit qu'en faisant tout ça, il y a aussi des marchés derrière, des rétrocommissions. Troisième chose, quand on a fini avec les clans, tuer les clans dans la maison, quand on a produit nous-mêmes les intrants, troisième chose, il se pourrait que les premiers tuyaux de Sinec étaient en métal. Le métal se rouillant avec le temps, ça absorbe les résidus de rouille. Et comme moi, il faut maintenant changer ce tuyau-là en plexiglas, toi l'ingénieur, en plexiglas, et là, il faut de l'argent pour cela. C'est ça que ce vaste chantier de changement de ce tuyau. Troisième chose, le quatrième, il faut maintenant qu'il y ait de l'argent. Quand Mathurin parle, par exemple, de mettre en place, Mathurin, pour construire une centrale de captation, de traitement, de potabilisation d'eau et de le mettre dans les tuyaux pour que ça arrive à la maison, c'est énormément de milliards. Décentralisé. Je vais terminer par là. Permettre aux collectivités locales de faire des partenariats avec... créer des micro-stations de traitement dans les quartiers et dans les arrondissements. Est avec son partenaire, qui est l'État du Cameroun, dans ce domaine-là, pour voir comment ça. Maintenant, il ne termine pas la décentralisation. La loi sur la décentralisation dit des compétences transférées aux régions. C'est l'été. La distribution et l'approvisionnement en eau aux populations. On n'a pas besoin d'attendre que l'État réagisse pour qu'un maire donne de l'eau à ses populations. C'est ce que je disais. Non, c'est ce que tu as dit. Je voudrais faire comprendre que vous aviez eu... Non, là, tu m'as dit... J'ai dit qu'il faut un transfert de moyens. Tu as quitté... Il faut pas se mettre un transfert de compétences. Non, justement, c'est là que j'arrive. Non, pas besoin. Quand on est élu maire, je souhaite que tu sois maire demain dans ton parti SIF, n'attends pas que l'État te donne l'argent pour mettre un fourrage à tes populations. L'argent des CAC, l'argent que tu reçois des populations, quand tu fais tes OTVP et tout, crée les fourrages avec cet argent-là. Tu n'as pas besoin que l'État te donne. Donc, cet argent n'a rien d'autre à faire. Si un maire aujourd'hui attend que l'État lui donne de l'argent parce qu'il veut construire le fourrage, c'est un mauvais maire. Dans Chalélie, oui, tous les maires que nous avons aujourd'hui là sont de mauvais maires. J'arrive maintenant, et là je vous donne l'exemple des maires qui travaillent chez eux. C'est là où je vais donc, le RDPC va maintenant parler. Là, comme il a parlé en tant qu'SIF, il est en campagne. Maintenant, faisons simple, essayez de nous donner un peu les maires de l'opposition qui travaillent chez eux.
Bah, si on va dans le RDPC, je crains qu'on fasse 3 jours. Je me ferai mes yeux là, je ne me vois même pas. Parce que je vais prendre ça veut dire que vous nous ferez une réponse politique. À la troisième, celui qui était là avant que... Le politique reprend vite. Je ne sais pas où la conscience fera, je ne sais pas. Le projet d'eau qui avait à la troisième, c'est le projet de la CUD, de l'OMS et du Fonds suisse. Maintenant, je regarde à Montbon, là, ils ont la mairie. C'est grave là-bas. Même pour le budget, il y a un problème. Donc, maintenant, c'est les détails. En fait, je prends des exemples concrets. Le projet Scanwater, par exemple. Le projet Scanwater. On a connu Scanwater quand on était petit. C'était un projet dans les zones rurales où la collectivité, c'est-à-dire la communauté, dont on a dit qu'il y avait un comité de développement avec un partenaire technique et l'État, ça arrangeait ce qu'il y ait des fuites d'eau, des châteaux, pour que la population ait accès à l'eau. Projet Scanwater. Et qui vient d'être réveillé il y a 5 ans. La commune de Banganté, on a fait des frais avec Koutès quand elle était maire de Banganté. À Bafang, aujourd'hui, ça marche. On peut réveiller le projet Scanwater dans les régions reculées, par exemple, en captant les sources d'eau minérale que, dans nos villages, l'eau est plus pure qu'en ville. On se demande pourquoi il y a moins de choléra là-bas alors que les gens boivent de l'eau naturelle qui puise dans le sol par rapport à en ville où on a plus de choléra. Donc, il faut regarder ce côté. Et enfin, au niveau des zones urbaines, chez nous ici, que nous soyons nous-mêmes d'abord en termes de population très sérieuse. Moi, je le dis haut et fort, il faut que nous-mêmes, population, qu'on s'accapare notre Scanwater. Et là, je suis d'accord avec vous. Je l'avais dit à l'ancien directeur général, il y a un problème de communication entre Scanwater et ses populations. Les Camerounais ne savent pas où on prend l'eau qu'ils boivent, comment on potabilise l'eau, comment on traite l'eau et comment l'eau arrive dans le robinet que je bois. On devrait avoir des spots dans STV, une émission, on devrait avoir cette émission en suivant un spot. Comment est-ce que l'eau part d'où et ça arrive d'où? Et ça commence à l'école primaire. Nous sommes les entends. Ailleurs dans les écoles primaires, maternelles, universitaires et tout, il y a des séances d'éducation de l'entreprise nationale qui distribue de l'eau. Comment est-ce qu'on calcule? Et puis il faut aussi qu'on conserve cette eau-là qui est une denrée périssable. L'eau est une denrée périssable. Si on la consomme, comme on la consomme, nous tous, comme on le fait dans le monde, un jour l'eau va finir. Il y aura un problème. Alors, il ne termine pas le problème d'énergie dans les centrales. Et là, il a raison. Toutes les centrales de Scanwater fonctionnent à l'énergie électrique. Il y a un problème. Quand on coupe, il n'y a plus l'eau. Donc, ils sont en train de réfléchir sur les sources alternatives en termes de batteries, en termes de... Et là, il faut encore de l'argent pour investir. Alors là, que l'État prenne ses responsabilités, à travers le ministère des Finances, de sortir l'argent. Si on a sorti 180 milliards pour l'énergie, sortons aussi 180 milliards pour l'eau. Et qu'on ait accès à l'eau, comme toujours tout le monde. Ben, je voudrais peut-être associer ou ajouter à vos solutions. Ça a l'air marginal. Ce n'est peut-être pas forcément lié à la disponibilité de l'eau, mais que ces entreprises et Neo Scanwater cessent de faire que leurs clients se mettent en ligne comme ça, pendant des heures sous le soleil. Alors, c'est payé avant, non? Payons aussi à temps. Pourquoi on attend le deadline? Non, je veux dire que... distribuent les factures à temps aussi. Voilà les problématiques. Voilà les problématiques. Il y en a qui reçoivent pas souvent leurs factures. Il y en a qui les reçoivent pas à temps. Quand vous avez donc la volonté... Quand vous avez la volonté... Je peux essayer, mais il y a le PPA à nous déjà. Quand vous avez la volonté d'aller payer, vous trouvez la file là comme ça, sous un soleil souvent, ou alors les pluies qui sont tombées. Non, mais député, il faut quand même pas le dire comme ça, puisque... c'est une réalité. Non, que ce soit Eneo, que ce soit Scanwater, ils ont négocié avec MTN Orange. On peut payer étant chez soi. Oui, non, je veux dire... Pourquoi les gens préfèrent aller sous le soleil? Ce sont des solutions. Mais maintenant... Pour ceux qui choisissent d'y aller, il faut quand même des conditions agréables. Si vous dans votre facture lundi, vous allez lundi à 16h payer, il n'y aura pas de gens. Comment ça, vous savez qu'on va couper le lendemain? Tout le monde court au même moment, il y a un gros étranglement. Dans les sociétés, je ne veux pas dire plus avancées, non pas que nous soyons reculés, mais je veux dire que chez certains, on dit que le client est roi. Qu'il vienne en retard, et encore qu'il y a des pénalités pour ces retards. Donc je veux dire que si vous sanctionnez quelqu'un qui est en retard, quand il vient quand même payer, malgré son retard, servez-lui un verre d'eau. Pour dire que la réception soit... Qu'on va budgétiser. Non, quand je dis un verre d'eau, c'est une image. Pour dire qu'il soit quand même accueilli dans des conditions... on ne demande pas de mettre des salles climatisées. Mais bon, quand même arrêtez de faire. Non, ce qu'il faut plutôt dire, c'est que les agents Eneo et Scanwater qui sont à la caisse soient gentils. Qu'ils arrêtent de manipuler leur téléphone quand les clients sont devant eux.
Voilà, et qu'ils sachent que quand il y a le rang, il n'y a pas de pause. Voilà des aspects. Que les agences trouvent les manières de relayer ces gens-là qui sont à la caisse pour que... Parce que quand vous êtes en rang à 11h30, à midi, vous arrivez à votre tour, on dit qu'on prend la pause. D'accord. Il y a un problème. Donc, c'est ce genre de choses que le DG doit regarder. Et il est en train de regarder ça. On va essayer de sortir de l'émission dans une trentaine de minutes pour la deuxième problématique. Essayer de comprendre si les Camerounais ne sont plus joyeux ou s'ils ne partagent plus collectivement des moments joyeux. C'est un peu la trame de fond de la deuxième problématique. Partant évidemment du football. Je l'ai dit, on va prendre la transition puis on revient derrière. Alors, la Coupe du Cameroun nous a donc donné à voir une ambiance festive, des équipes motivées évidemment, mais davantage dans le gradin, un public vraiment à l'aise en termes d'animation, en termes d'épanouissement, en termes de... Bon, il y a peut-être que le football qui nous montre à voir cela, mais je veux dire qu'à côté, quand on sait quand même que évidemment les citoyens, les Camerounais brûlent sur le poids de leurs activités quotidiennes, sur le stress de la journée, c'est à se demander s'il n'y a plus beaucoup, Mathurin, de ces moments en dehors du sport, du foot, même en termes d'activités culturelles. Hein, on ne voit pas beaucoup de moments de cette ampleur-là. Est-ce que l'environnement quotidien nous marque tellement que les Camerounais n'ont plus de prétexte d'épanouissement, ou alors ce sont les conditions des politiques publiques qui ne laissent pas forcément chacun aller de temps en temps à son aise? Il n'y a pas trop de raisons d'être joyeux actuellement au Cameroun. Donc chacun essaye de trouver les raisons qui peuvent provoquer la joie en lui. Parce que la vie en elle-même, les conditions, la précarité ne laissent pas véritablement aux Camerounais trop de moments où ils peuvent véritablement essayer de passer des petits moments de bonheur, soit avec la famille, soit avec des amis. Les seuls points qui se multiplient aujourd'hui dans nos villes sont des endroits où on part consommer de l'alcool, les bars, les snacks, ainsi de suite. Mais vitalement, il n'y a pas une politique qui est mise sur pied pour permettre aux familles de se détendre. Vous ferez la plupart des quartiers aujourd'hui, dans les villes, dans les grandes villes, vous ne verrez pas des espaces de jeu que la commune a créés pour permettre aux jeunes d'exploiter leur talent, qui au football, qui d'autres au basketball, qui d'autres au tennis. On ne voit pas ces endroits. Donc il y a des lieux qui avaient été créés depuis très longtemps, qui sont déjà quasiment dépassés, qui ont déjà vieilli. Ici à Douala, on a parlé du parcours Vita, aujourd'hui qui est presque abandonné, n'est-ce pas, où quand même des gens arrivent à aller peut-être se détendre, aller faire du sport, donc passer quelques moments de distraction. Mais globalement, il n'y a pas une politique publique qui est faite afin que chaque quartier ait son lieu de détente, ait son lieu de formation à des activités sportives des jeunes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, on a de moins en moins de talents. Aujourd'hui, on plutôt pour les jeunes qui veulent peut-être pratiquer une activité sportive, ils doivent s'inscrire dans des centres de formation qui sont privés, où il faut débourser beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la mairie n'a pas particulièrement à elle un centre de formation qu'elle va dire que bon, nous formons des jeunes soit au basketball, soit au football, parce qu'on veut créer, on veut former, on veut produire une nouvelle génération peut-être des sportifs. Ce n'est pas le cas. Bon, aujourd'hui, au niveau de la Fédération camerounaise de football, on voit au moins que celui qui a la tête de cette fédération essaye de faire des pieds et des mains pour pouvoir intéresser de nouveau les Camerounais au sport dont il a la charge. Et le résultat, c'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas, je pense que c'était dimanche dernier, hein, près de 40 000 spectateurs, n'est-ce pas, au stade pour venir vivre cet événement, la Coupe du Cameroun. C'est un événement
pour moi, ce qui me concernait, ce qui me concerne, je ne regardais plus trop les matchs du Cameroun, encore moins la Coupe du Cameroun, mais dimanche dernier, je me suis assis devant mon écran, accompagné toute la famille pour regarder cela. Donc je pense que c'est encouragé. L'opinion est telle, le Camerounais, les citoyens sont-ils suffisamment tellement stressés que le week-end, comme le relève Biol, ils ne s'en prennent qu'aux espaces de débit, de boissons, de vente et autres. Ici, on fait une analyse lointaine. On constate que avant 90, vraiment, il y avait tout ce que vous dites là. Après 90, progressivement, ça a commencé à régresser. Et si je fais cette analyse, je vais donc lier 90 à quoi? C'est au multipartisme. Donc depuis que le multipartisme est arrivé, les guéguerres ont commencé entre les Camerounais. Les divisions ont commencé. Donc c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui où vous avez même peur d'aller avec un de vos amis. Vous ne savez même plus qui est votre ami. Et au bar ou bien dans un petit coin, on a peur de tout le monde. C'est ça le véritable problème. Par contre, aujourd'hui, même si je ne m'entends pas avec Elisan, dès qu'on dit lion indomptable, dès qu'un joueur met le but, on s'embrasse, quel que soit le parti politique. C'est pour cette raison que quand il y a des matchs de football, surtout que aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il doit avoir eu un changement à l'intérieur. Et ça redonne confiance aux gens. Parce que hier, c'était pas la même chose en réalité. Mais aujourd'hui, c'est comme si quelque chose a boosté le Il y a une transformation dans les mentalités des Camerounais. Apparemment. Mais quelle peut en être la cause? Samuel Eto'o. C'est le football. C'est le football, justement. Il faut c'est Samuel Eto'o. Il faut qu'on dise des choses. C'est ce football-là. C'est ce football-là qui fait donc que les gens se retrouvent quand même et puis ils pensent qu'il faudrait donc copier cela pour d'autres aspects. Comment il a réussi à fédérer? Imaginons un peu ça dans un autre angle et copions et avançons. Nous sommes tous des Camerounais, le Cameroun nous appartient tous. Il est hors de question que certaines personnes pensent que c'est eux le Cameroun et que les autres sont des Tchadiens, des Gabonais, autres. Non, nous sommes tous des Camerounais et il faudrait y penser. Eto'o, quand on parle de lui, il a dit pendant les élections présidentielles 2018 de soutenir le président Paul Biya. Mais on s'en fout de ce mot d'ordre. Quand c'est le football, c'est le football. On oublie même qu'il a dit ça. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui contredisent tout ce qu'il dit parce qu'il l'a dit à cette époque-là. Mais le football reste le football. C'est la majorité qui est derrière Eto'o. Bon, ça, c'est votre observation. Charles Elie. Oui, bon. Sommes-nous suffisamment stressés pour ne plus avoir des moments de... C'est nous qui voulons être stressés. Je ne comprends pas pourquoi je serais stressé quand je peux m'amuser, quand je peux être content. Je prends juste l'esprit de ce qui s'est passé dimanche. Quand je vois Bambuto Zobouda, ça passe inaperçu, mais c'est énorme. Bambuto Zobouda était en repérage où? Pendant ces 2 semaines de préparation, à Bangoufit. Bangoufit, c'est la réunion là-bas, chez Joseph Lé, quelque part là-bas. Quand on a vu les peuples Maka, Kako, Bambélé de l'Est rivaliser d'adresse pendant les 2 semaines. Chaque soir, il y avait un défi culturel entre les danses de Bamboutos et ces gars. C'était énorme, le foisonnement de cette culture. Coton Sport, qui arrive, c'était les 2 équipes les plus supportées du Cameroun. La ville était en effervescence. Pendant toute la journée de dimanche, les gens ont oublié les problèmes de tous les jours, jusqu'à ce qu'il y ait le coup de sifflet final. Jusqu'à qu'il y ait d'abord eu le but. Bon, le but, bon, on ne sait pas les techniciens, si vous dites qu'il y a eu but, il n'y a pas de but, bon. Mais pour dire que pendant ce moment-là, on est... Pourquoi? Parce que là, je rejoins mon père, il y a quelque chose qui se passe au Cameroun depuis que toi as pris l'Africa Foot, à ce qui concerne le foot.
Ce sont les transformations structurelles qu'on voit à la FECAFOOT. Quand on voit que l'équipe nationale du Cameroun a été qualifiée pour le Qatar, quand on voit que l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun était au stade avec tout le staff, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était il y a 11 ans, où on a vu l'entraîneur sélectionné de l'équipe nationale du Cameroun avec tout son staff en train de suivre une finale du Coupe du Cameroun, c'était il y a 11 ans. On a vu Yogobert Song, M. Mine, l'autre là, tous au stade en train de voir le match. C'était énorme. Les Camerounais ont aimé ce qu'on a vu là. Bon, maintenant, moi par exemple, dans une semaine, j'irai au Kuna. Vous savez le Kuna? Non, du tout. La paix du port à Tchang. C'est-à-dire, pendant que mon frère Mathurin va choisir d'aller à Ibiza, ou va vouloir aller à Paris, va vouloir aller à Londres, moi je vais à Tchang. Vive le Kuna, festival dédié au port. J'attends la fête du coq de mes frères Massa, de mes frères Toupouri, ici à Saint-Michel. J'attends les Lorumpo, de chez eux, ou les Bassa, pour bâtir Adié. J'attends le Ngondo. Si nous-mêmes, nous ne valorisons pas ce que nous avons chez nous, qui va le valoriser? Bon, on va nous parler de ça, de cinéma. On ne peut plus avoir ça, si on a déjà ça. Ce n'est plus possible. Parce que le même film qu'on voyait à l'époque au cinéma, on allait avec la petite, on allait en famille, voir le film au Vouri, à Bia, machin. Ce n'est plus être parce qu'on a ça à travers les téléphones. On a ça à travers la télévision à la maison. Donc il faut développer d'autres centres d'intérêt pour les enfants. Vous connaissez se trouve la plus grande plage du monde, la plus belle. C'est à Yoyo, c'est après Mouanko. Les Camerounais qui veulent aller à la plage vont dire qu'ils vont aller au Brésil, à Rio de Janeiro. Alors qu'ils ont Yoyo ici à Dizanga, après Mouanko. À 5 heures de route. C'est mieux. Il faut qu'on voie la route là. On voit les palmeraies, on voit les trucs. On mange les... Nous sommes à moins de 100 km. Non, la route viendra. Et même, je tiens à vous dire que la villégiature, l'exotisme, c'est cette souffrance-là. Les parcs d'attractions que vous voyez en Namibie, au Rwanda, en Afrique du Sud, c'est un peu la route goudronnée qui arrive là-bas. Hein. Sont mis à la route goudronnée pour arriver à un parc. C'est cette difficulté-là qu'on veut vivre. Monter, descendre, voir, et puis voir les animaux. C'est ça qui est important. Donc, moi, je pense que, en ce qui me concerne, il faut qu'on développe déjà l'existant. Donc, 130 km de Douala, voilà. Environ. Il faut déjà qu'on développe l'existant, qu'on fasse connaître aux Camerounais ce qui est déjà bien, en termes de loisirs et tout, qu'on dise à nos enfants que oui, c'est vrai que la télévision que vous suivez vous fait croire que ce qui vient d'ailleurs est bon, mais il y a aussi des bonnes choses chez nous. Et je termine par quelque chose. Vous connaissez ce qu'on appelle Masterchef. Masterchef, c'est le plus grand concours du monde des cuisiniers, des chefs cuisiniers. La dernière lauréate de l'année passée, c'était une Camerounaise. Elle vient du sud-ouest. Une Camerounaise. Vous savez ce qu'elle a préparé? Donc, elle est du sud-ouest. Elle est Bakweri. Qu'est-ce qu'elle a préparé comme plat pour gagner un concours mondial? Le mbongo chobi de porc. Ça va plaire à mon père Bonbon. Le mbongo chobi de porc avec quoi? Avec les mintumba de Yabassi. C'est-à-dire, j'ai suivi cette émission parce que c'était un Camerounaise qui était un truc. Et ce qui m'a fait rire, c'est le fait que tous les chefs étoilés n'arrivaient pas à prononcer le mot mbongo chobi, mintumba, à l'heure, et les Suédois, et en anglais, et en français. Mais elle a gagné. Et aujourd'hui, le plat là est le plat le plus consommé venant d'Afrique à New York. On doit le savoir. Mais est-ce qu'on le sait chez nous? Mais vous aurez des gens qui iront au restaurant à New York, un Camerounais, un Bassa, un Ewondo, qui ne va pas manger le mongo chobi de là, qui va vouloir manger la flambée des oignons à un cornichon. Donc il y a un problème à ce niveau d'abord culturel, que nous les Camerounais, qu'on accepte d'abord ce qu'on a déjà chez nous, qu'on connaisse ce qu'il y a comme site touristique, plat culinaire et tout, qu'on valorise cela avant de dire que rien n'existe. Maintenant, on voit ce qui va exister pour avancer. Oui, et juste, quand on dit mbongo, chobi du porc, ça n'existe pas. On dit quoi le problème? Parce que le mbongo, chobi, c'est le poisson. Ça, c'est le mbongo du poisson. Il y a donc le mbongo du porc. Il faut dire mbongo du porc. On dit le porc ambassade comment? Pardon? Le porc ambassade. Ngoi. Mbongo ngoi. Mbongo chobi et mbongo chobi. Mais mbongo chobi du porc n'existe pas. Ça veut dire que tu mets du poisson et du porc. Ok. Mais on peut se faire les deux mélanges et deux hommages. Non. Vincent, sur la question Vincent Paul. Je dois dire que ce qui s'est passé dimanche a été une surprise générale. Cette mobilisation à une heure où il y avait un grand match de championnat qui était en cours et où on a fait croire aux Camerounais que
il y a défection dans les stades parce que les gens préfèrent regarder les championnats européens. C'est une grande surprise. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'explorer des pistes, comme avec le football, pour pouvoir permettre à ce qu'on aille au-delà des clivages et qu'on réussisse à mettre en place des dynamiques qui vont nous permettre de nous entendre sur l'essentiel. Il faut rappeler que le gouvernement a complètement abandonné le service public des loisirs. Ah oui. C'est la vérité. Le service public des loisirs n'existe pas dans notre pays. Je voudrais vous rappeler que le docteur Kamga est un spécialiste des questions de politique publique. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait comme... je vous laisse poursuivre. Merci. Donc, le loisir permet à ce que les personnes qui sont occupées la majorité du temps puissent trouver une faille pour pouvoir s'épanouir utilement, mais surtout se requinquer. Et ça permet aussi de détecter très tôt les talents extra-académiques chez les plus jeunes. Tout à fait. Donc, avoir une politique de loisirs ne vise pas à divertir les gens. Ça permet d'épanouir les gens et d'aller au-delà du simple fait de ce qu'ils doivent travailler ou aller à l'école. Au niveau du foot, par exemple, il y a l'ANAFOOT. C'est son rôle? Non, l'ANAFOOT, c'est une institution. Non, l'ANAFOOT, c'est une institution étatique. Quand on parle de service public du loisir, on parle des parcs d'attractions, on parle des bibliothèques, on parle des musées, on parle des espaces spécialisés dans des cuisines en particulier. Par exemple, Douala Première, Douala Sixième ont des librairies, des bibliothèques. À Douala Deuxième, par exemple, c'est plutôt une médiathèque. On sait que le municipal de Douala 2. Combien de personnes savent qu'il y a une bibliothèque là-bas? Vous avez dit combien fréquente? Douala Deuxième. Douala Première a une bibliothèque. Une bibliothèque. Mais elle doit avoir combien? C'est la mairie qui a construit la bibliothèque. Oui, mais je pense qu'une bibliothèque n'est pas suffisante pour la population de Douala pas suffisant. Est-ce que vous savez que cette bibliothèque a une capacité de 5000 livres et une capacité quotidienne de 350 personnes par jour qu'elle peut accueillir, à côté aussi de son centre numérique? Vous savez combien de personnes vont à cette bibliothèque tous les jours? À peine 20. Non, je ne sais pas. À peine 20. Laissez-le poursuivre. Laisse-le poursuivre. Il y a plusieurs façons de perdre le temps. Et justement, on en a plus Mais beaucoup. il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que quand on parle de politique de loisirs, ça veut dire qu'il y a d'abord une volonté de l'État à intéresser les gens à cela. S'il ne s'agit pas seulement de construire une bibliothèque, il faut construire et intéresser les gens à cela. Vous ne pouvez pas construire une bibliothèque, laissez-moi parler s'il vous plaît, vous ne pouvez pas construire une bibliothèque dans un environnement où la promiscuité et la consommation de l'alcool se fait dans la rue. Okay. Ils n'iront jamais là-bas. Ça, c'est... On a déjà habitué très jeunes les enfants à concevoir le plaisir comme un loisir, ce qui est contraire à une politique de loisir. Donc, il faut que l'État comprenne que pour épanouir sa population, loin des clivages que crée la politique, que créent les appartenances aux différentes nations que constituent notre nation, pour pouvoir transcender tout cela et aller au-delà, il faut mettre en place des moyens par lesquels les gens vont s'épanouir utilement, en apprenant et en se remettant en question, parce que pouvoir rencontrer d'autres personnes dans des compétitions, par exemple d'échecs, de dames, dans des compétitions qui concernent les derbies de football à la base, dans des compétitions de mathématiques, de physique, dans des compétitions qui concernent... Tout cela, c'est le service public des loisirs. Ça permet à l'intelligence de se surpasser. Donc, est-ce que vous savez que la CUD a organisé pendant 3 jours à la salle des Fêtes d'Aqua ce qu'ils ont appelé les brain games, jeux de dames, Scrabble et tout. Vous savez combien de personnes sont inscrites? Non, il ne faut pas rire. Mais puisque vous multipliez les bras partout, je suis en train de vous dire que quand on est dans une dynamique de politique publique, on crée l'action publique et on intéresse les gens. En faisant quoi, par exemple? Quand on représente les pouvoirs publics, on crée les conditions qui permettent à ce que les gens s'orientent vers ce qu'on sait
devant Donc, vous n'avez pas encore dit l'exécutif. qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on Complètement. est dans un environnement où, je l'ai dit tout à l'heure, Il faut comprendre. la promiscuité Donc, on ferme les bars. et les plaisirs sont dans la rue. Quand vous allez dans d'autres environnements, ce n'est pas pour rien que les endroits de mondanité, c'est-à-dire les bars et les dancing et tout, sont à localisés. l'arrière ou bien dans les sous-sols. Où? C'est parce qu'ils veulent concevoir une société où on pense d'abord en termes de culture, Où là? en termes d'innovation scientifique, en termes de surpassement de soi. Donc il faut faire très attention. Je ne peux pas avoir une bibliothèque là, j'ai une vente à emporter là, et vous me dites que vous êtes dans une politique pour promouvoir Si vous choisissez d'aller au bar, boire la 33, d'aller lycée, c'est un choix. C'est un Élise, choix elle ne qui peut est pas comprendre consubstantiel ça. à la Non, nature non, humaine. non. L'homme va toujours vers son plaisir. Depuis tard, dans la vie, on trouve des solutions aux problèmes et non des problèmes aux solutions. C'est-à-dire, on trouve des solutions aux problèmes. On demande la bibliothèque. On crée une bibliothèque. Mais on vous dit qu'il y a les bars. On crée un stade de foot. On vous dit qu'il y a les bars. On crée un musée. On dit, combien de Camerounais savent où se trouve le musée national du Cameroun à Yaoundé? Alors que c'est là, tous les jours. Non, je pense que vous ne comprenez pas. Non, je vous comprends. On a fait dernièrement l'ouverture solennelle, la rentrée solennelle des journées nationales de l'art, de la culture et de l'artisanat. Alors, combien sont allés voir? À 10 minutes, C'est un choix. avant C'est la un fin, choix. on va peut-être, évidemment, C'est un Choix difficile. Hein. comme la première C'est un thématique, choix. vous avez peut-être égrégné quelques solutions déjà. Mais je veux dire que qu'est-ce qu'il faut pour un épanouissement dans le loisir? Ben oui, je veux dire que ça peut être un axe. Elie, d'ailleurs, je commence par Je pense vous. que c'est une solution qui est très intéressante. Elie, je commence par vous. Je suis un élu. Et il faut qu'on comprenne que on ne va pas faire des omelettes sans les casser. Et que la liberté qu'on demande tous les jours, c'est aussi ça. Laisser aux autres le choix de faire ce qu'ils veulent de leur temps. On ne va pas aujourd'hui venir faire le procès à ceux qui choisissent d'aller s'asseoir au bar pour boire leur bière. Oui, mais tout cela doit être encadré, non, Elie? S'encadrer. Je prends un cas simple. Pour ouvrir un bar s'encadrer. Je prends un cas simple. Oui, Un bar oui. dans une zone résidentielle qui commence à 6 heures et qui ne ferme qu'à 6 heures. Quel le problème? Je veux dire que même les voisinages... Si ce bar-là, non, il faut qu'on soit clair. problème, c'est le bruit. Si ce bar, voilà, non, le seul problème c'est que le bar doit avoir. Et l'intéressement des enfants à la consommation, tout Les- ce qui va donner J'y du arrive, plaisir à leur palais. donc j'y arrive. Le problème c'est que nous faisons tous toujours, et c'est ça le problème qu'on a au Cameroun, on fait toujours la politique de l'Autriche, parce qu'on veut faire plaisir. Est-ce que vous savez que le danger à la maison, la télévision qu'on suit, nous sommes aujourd'hui à STV, une émission de haute importance sociale. Combien suivent cette émission? Si tu dis qu'aujourd'hui, 8 sont en train de suivre la Champions League, actuellement. Ça passe à la même heure. Combien suivent cette émission-ci? Les Ouais, émissions... ça, vous n'êtes pas sûr. Hein. Non, je le dis, il faut qu'on le dise. Les émissions culturelles. Où Vous n'allez pas me faire croire ça, Elisa. Non, c'est m'avait parlé. Pour dire que, non, c'est D'accord. pour dire que depuis tard, les gens ont choisi ce qu'ils veulent. Et ceux qui nous donnent le contenu de ces émissions nous donnent ce qu'ils veulent nous faire consommer. C'est clair. Maintenant, j'arrive. Quand on construit une bibliothèque, bon, il y a la maison de la jeune fille qu'on a construite dans la deuxième. Pour permettre à nos jeunes filles d'aller s'inscrire, pour faire l'esthétique, coiffure, se former. Oui. C'est d'ailleurs comme ça la deuxième. Mais les pouvoirs publics ont aussi un devoir d'éducation de leurs citoyens, non? Je veux dire qu'on n'est pas libre de... Monsieur Dupita, si je vous dis que le maire de la ville a organisé les jeux de dames sociaux et tout, et que vous décidez, vous, ce jour-là, au lieu d'aller à la salle de fête avec vos enfants, apprendre à jouer au Scrabble et pour finir en français, d'aller les amener prendre les glaces au glacier moderne, c'est un choix. D'accord, merci. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que le problème est plutôt dans l'éducation à la maison, à la famille, et non l'État. L'État fait ce qu'il a fait, éduquons nos enfants à aimer ce qui est important pour eux. Oui. Et puis le bar, ça donne beaucoup d'argent, le bar. C'est aussi l'industrie. Donc, au maire et au sous-préfet. Le sous-préfet. Oui, moi, je pense qu'il faut qu'on définisse une politique. Il ne faut pas que ce soit des organisations spontanées. Par exemple, le maire a organisé pendant 3 jours les matchs. Il faut penser. Pour que si quelqu'un a besoin de faire quelque chose, il ne faut pas qu'on attende que l'année prochaine, au mois de, on fera. Non, il faut que ce soit permanent. Qu'on pense quelque chose. Mais si on ne pense pas, moi je suis persuadé que c'est fait à dessein, parce que tout ça, c'est par rapport aux stratèges politiques
parce que c'est la politique qui dirige un pays. On essaie de penser, de réfléchir, comment est-ce qu'on peut gérer pour durer, rester longtemps au pouvoir. Et on met donc... Oui. Ouais. Et c'est ça en réalité. On réfléchit. Et là, quand un maire organise à la salle de fête d'Aqua 3 jours pour distraire des gens. Pour distraire. C'est pour distraire. Puisque on va encore attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire la même chose. Pas nécessairement pour distraire, mais je veux dire. Qu'est-ce qui vous empêche d'organiser ça, vous, en tant qu'entité? L'argent. Donc, alors, pour vous et moi, on joue au Scrabble, il faut l'argent. Donc, non, pour organiser ça. C'est ce qu'on va dire. Prenez les Scrabble, vous nous appelez, nous on va jouer. Pas nécessairement. Quand on organise ces choses d'une façon spontanée, c'est pas bien. Il faut que ce soit structuré, organisé. Non, non. Si par exemple un maire le fait, tout le monde viendra à Douala. Quand on dit organiser, ça veut dire que chaque mairie, ça rentre dans le plan d'action. Est-ce qu'on va déjà condamner l'action qui est faite ou de... Parce qu'il y avait certainement un manque dans ce secteur. Maintenant, il le fait. Le maire offre quand même cela à ses populations. Peut-être qu'il faut trouver des moyens d'améliorer de meilleures communications, d'intéressement, d'attraction et tout. Mais je vais dire tout de go comme ça, on ne peut pas non plus dire que... C'est que nous disons, n'est-ce pas, le maire a pensé quelque chose dans un endroit, dans un environnement local. Mais nous pensons que ça doit être au niveau national pour qu'on implémente partout. Ce n'est pas qu'il faut que le maire de Douala premier fasse. C'est très bien. Encore c'est le maire de la ville. Hein. Par exemple, c'est le maire de la ville. Qu'on fasse à Douala, c'est bien. Mais dans tout le Cameroun, ce n'est pas seulement Douala qui doit développer. Ce que je dis, c'est qu'il faut que ce soit une politique nationale. Pour qu'on pense et qu'on développe une vision nationale. Il ne faut pas que ce soit spontané. Si lui, il a réfléchi, pensé, il faut qu'il soumette ça et que les autres... Oui, peut-être que c'est le besoin local. Moi, je me souviens quand même que Yaoundé a son Yafé, qui n'est pas forcément une activité qu'on trouve à Bafoussam, mais ainsi de suite. Je comprends votre volonté de susciter du génie dans chaque région selon les identités. Ça aussi, absolument. C'est un élément. Il est clair globale. Que le Scrabble à Douala n'est pas forcément le besoin de Garoua, ou je ne sais pas trop, mais il faut être ingénieux dans ce sens-là. Vincent de Paul, pour terminer, et puis Mathurin. Monsieur Zang, apparemment, est dans la casquette du conseiller et qui va absolument ça le quitte jamais. C'est tout à fait logique, mais ça n'empêche pas que l'on puisse avoir des idées à proposer sur la manière dont on devrait prévenir ce qui est en train de décimer la jeunesse actuelle en leur donnant des alternatives crédibles. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très talentueux, mais qui sont décimés par l'environnement. Et quand je dis qu'il y a la mondanité qui se retrouve dans la rue, ça peut paraître trivial, mais c'est un fait. Il suffit de sortir de chez soi pour avoir accès aux plaisirs les plus obscènes, monsieur Zan. Donc il faudrait qu'il y ait une politique nationale du loisir. Et ça va permettre aux citoyens d'avoir des alternatives et chacun pourra, à son choix, décider d'aller dans les milieux où il va se satisfaire sa gorge ou bien autre chose. C'est la même chose, c'est un choix. Oui, c'est un choix, mais attention, il faut mettre le choix. Il faut qu'il y ait le choix pour qu'on choisisse. Et là maintenant, apparemment, il y a une pression psychologique sur les citoyens pour qu'ils s'orientent en permanence vers le plaisir. Merci. On termine avec vous, Mathurin. Oui, je pense effectivement que ces choses-là ne sont pas le fait du hasard. C'est-à-dire que quand on dirige un pays, on doit avoir une vision. On doit avoir déjà une image du citoyen qu'on veut former, une image du concitoyen qu'on veut construire. Donc, ça descend donc depuis le sommet jusque dans les communes, c'est-à-dire dans les quartiers. Et malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les choses se font véritablement au hasard. C'est-à-dire que c'est un maire qui peut être inspiré et qui se dit que voilà, je vais faire un stade dans ce quartier, un autre qui manque d'inspiration et ça n'existe pas dans son quartier. Alors que ça devait véritablement être bien codifié, bien défini et que le reste de la population implémente simplement ce qui est déjà
bien structuré et bien codifié. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on se retrouve aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une école, pendant des dizaines d'années, l'école de New Deido, qui a été récemment réhabilitée par l'honorable Joshua aussi, où, n'est-ce pas, il y a tout un stade qui a été refait, où plusieurs disciplines peuvent aujourd'hui être exécutées. Le basket, le handball, le football à côté, et ici à Deido. Donc ça veut dire que on devrait le penser et se dire que dans toutes les écoles, on ne peut pas créer une école quelque part sans avoir, s'il vous plaît, on ne peut pas créer une école, donner l'autorisation sans avoir un espace, n'est-ce pas, pour le sport. Et on ne peut pas donner l'autorisation à une école si elle n'a pas pensé même à une bibliothèque. Merci. Mathieu, la rue de la Joie est à 3 secondes, c'est ce que aussi a fait. Donc, merci Vincent de Paul Kamgatengo, le docteur. Merci Bombok Dieudonné Yebga, Mathurin Biol et puis Charles Elisan. Merci à vous d'avoir apporté votre regard, votre analyse et vos commentaires sur les sujets au menu ce soir, les sujets d'actualité. On espère, chers amis téléspectateurs, que vous en avez appris. Merci et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir. Il faudrait que tu lances ton boss aussi.